Bonsoir. Alors, comme d'habitude, et je voudrais vous redire l'immense joie que j'ai de vous voir si nombreux pour ces rendez-vous de très grande qualité qu'on vous propose. Et vous le savez, j'aime à le redire parce que c'est le plus important à nos yeux. Notre première mission dans ce lieu d'études et d'excellence, c'est bien entendu de donner une chance à nos jeunes étudiants français qui choisissent Israël pour faire leurs études universitaires. Et on le fait avec un certain nombre d'outils. D'abord beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement pédagogique, beaucoup d'accompagnement financier grâce à de nombreuses sources de soutien, des fondations privées, des fondations d'amis qui sont tous mobilisés pour faire en sorte que ces jeunes puissent travailler dans des conditions raisonnables. Je voudrais saluer nos bacheliers de Massa qui, j'espère, dans quelques années seront étudiants à part entière dans notre institution et leur souhaiter bien entendu bonne chance pour la poursuite de leurs études. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est important pour nous dans cette mission, c'est véritablement de donner un outil de fabrication d'un avenir qui n'est pas garanti par un diplôme, c'est l'évidence, mais qui quand même aide beaucoup à la fois pour les combats qu'on a amenés dans la vie extrêmement complexe qui est celle d'aujourd'hui, dans cette espèce de course au changement et qui sont très nombreux au cours d'un parcours professionnel tout au long d'une vie. Et c'est important d'apprendre à apprendre. Souvenez-vous aussi qu'auprès de ces jeunes étudiants, nous faisons en sorte qu'au-delà des bourses, ils aient des tuteurs qui sont des étudiants israéliens de très haut niveau et qui leur permettent d'étudier et d'apprendre ensemble. Et quelquefois, grâce à la magie des hormones, de nous fabriquer plein de petits-enfants de ces promotions. Et c'est toujours un immense bonheur. Je voudrais aussi vous dire que ceci, ça ne se fait pas vraiment tout seul. C'est que j'ai la chance de travailler avec 4 jeunes femmes extraordinaires qui sont à mes côtés pratiquement depuis le début de la fondation de notre campus francophone. L'une, c'est Nicole Fary, qui est notre directrice des programmes francophones. À ses côtés, une de nos anciennes étudiantes, brillantissime en banque et finance, Sonia Lévy, qui jongle avec toutes les bourses, avec tous les éléments qui font qu'on coordonne les enfants pour qui, ils font des volontariats les uns les autres. Et puis tout le reste qui est très compliqué, très complexe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est très important. Et puis une jeune femme qui nous a rejoint il y a quelques années, qui est Céline Sabag, qui fait un travail gigantesque dans l'organisation et dans le fait que tout se passe au mieux avec une rigueur extraordinaire. Et puis aussi, nous a rejoint depuis quelques années une jeune femme qui s'occupe de l'écho et des relations publiques de notre campus et qui fait qu'il n'y a pratiquement plus une seule famille française en Israël qui ignore ce que nous faisons ici, la mission auprès des étudiants et le fait que nous avons transformé le campus francophone aussi en une plateforme incontournable de gens qui ont des choses à dire et qui viennent le dire ici auprès de ce public extrêmement attentif et qui a envie, sans tricher, de réfléchir ensemble aux questions les plus difficiles. Et ça, je crois que c'est le grand défi de nos rencontres et on le fait avec une chance extraordinaire. De nombreux intellectuels, parmi les plus grands et les plus significatifs de notre planète aujourd'hui, en tout cas de notre planète France, acceptent de venir parce qu'ils ont entendu dire et parler de ce que nous faisons ici et la manière dont nous le faisons. Et ça, pour nous, c'est un grand bonheur et c'est une grande victoire et c'est très important. Je voulais vous dire aussi que nous continuons, au-delà de ces rendez-vous intellectuels, de faire un certain nombre de choses supplémentaires, comme la grande conférence sur l'eau et le vivant que nous avons tenue à l'Assemblée nationale il y a quelques mois et que nous allons renouveler, réinventer à la fois au Congo, en Afrique et également au Maroc. Donc ça nous fera encore 2 rencontres internationales initiées par notre collège. Ça, c'est pour les grandes et petites choses qui nous animent et qui font que nous travaillons avec tout notre cœur à ce qui est important pour nous. Et puis ce soir, nous allons avoir la chance d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a
à mes yeux, un caractère extraordinaire parce que c'est quelqu'un d'authentique. Il n'a pas peur de rester comme Gandhi dans cette espèce de volonté d'aller très loin, de se mettre à la place de l'ennemi pour essayer de le comprendre, pour essayer de décrypter quelquefois des choses impossibles et extrêmement complexes qui sont liées au radicalisme aujourd'hui, qui prend tellement de formes et qui est un véritable cauchemar, non seulement pour les pays, pour les démocraties, mais aussi pour les individus, et qui rend notre vie quelquefois misérable. C'est une vraie question, c'est une grande interrogation, et c'est très compliqué d'y donner une réponse affirmative, rigide, et qui ne tiendrait compte de pratiquement aucune nuance, si vous voulez, dans la volonté d'essayer d'aller au plus profond de ces éléments-là. Donc c'est très important, on va l'écouter. Et puis aussi, je voulais lui redire ce que je lui ai dit, on se connaît depuis 36 heures, donc c'était il y a quelques heures, lorsque je lui ai dit, vous savez, j'ai lu et relu un certain nombre de vos interventions et je sais que vous avez dit que vous vous sentez étranger en Israël. Et je n'ai pas posé de question, qu'est-ce que ça veut dire d'être étranger? Est-ce qu'il s'agit de code? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? C'était un sentiment qui avait été défini dans une de ses interviews. Et je lui dis, mais vous savez, vous êtes bien d'accord qu'il y a la perception de l'autre, de nous, de ceux qui vous regardons. Et je voulais vous dire que ce n'est pas seulement une question de loi du retour, c'est dans nos cœurs. Vous êtes pour vous et pour nous l'un des nôtres, vous et votre famille, vous et tous les vôtres. Et c'est comme ça que nous vous accueillons ce soir. Et je vais vous laisser le soin de nous faire vibrer avec la passion qui est la vôtre et le talent qui est le vôtre autour de cette très difficile question qui est le radicalisme. Allez. Merci, merci infiniment, cher Claude, de cet accueil. Attendez, il faut que j'éteigne ça parce que j'ai mon propre visage sous les yeux au moment où je vous parle, ce qui est impossible. Merci infiniment de cet accueil. Alors, le sentiment d'étrangeté que je vous ai décrit est réel. Le sentiment d'exil. Je ne suis pas sûr qu'on soit étranger en Israël quand on s'y sent en exil, mais ça, c'est encore une autre histoire. Le sentiment d'étrangeté que je vous ai décrit est réel, la fraternité aussi. Les deux ne sont pas incompatibles et c'est donc fraternellement que j'accueille cette fraternité. Quand on a discuté ensemble, cher Claude, de ce sujet, de la question de la radicalisation des esprits, c'est un sujet que j'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit, en fait, je me suis demandé ce que vous vouliez dire par là. Et en prof de philo, j'ai choisi de ne pas répondre à cette question, ou plus exactement, de consentir au fait qu'on pouvait l'entendre de deux manières. Je me dis, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? La radicalisation des esprits. Pour le dire simplement, parliez-vous de l'extrême droite ou parliez-vous de l'islamisme? Quel est le prénom de la peste pour un Israélien? À quelle radicalisation pense-t-il en premier? Et est-ce que c'est l'extrême droite? Est-ce que c'est l'islam radical? Quel mal vient d'abord? Quel ennemi surgit avant les autres? Quelle est la première hydre? Et comme je suis incapable de répondre à cette question, car je ne suis pas israélien, définitivement, mais que j'ai aussi pour règle, quand j'hésite entre deux bonheurs, de choisir les deux, eh bien j'ai choisi de vous parler des deux. Et c'est d'autant moins difficile, donc on va faire l'extrême droite et le salafisme, s'il vous plaît. C'est d'autant moins difficile à faire, je crois qu'il s'agit de deux formes de ce qu'Albert Camus appelle des pensées confortables. En peu de mots, la thèse de Camus qu'il développe dans L'Homme révolté est une thèse prodigieuse. Il fait valoir que rien n'est plus confortable qu'une pensée radicale. Alors évidemment, à l'époque, Camus pensait aux révolutionnaires de son temps, qui le traitaient de petits bourgeois, et qui, disait-il, avaient eux leur fauteuil bien calé dans le sens de l'histoire. De fait, pour Camus, personne n'était plus bourgeois que celui qui espérait une révolution depuis Saint-Germain-des-Prés en redoutant qu'on raye sa voiture. Et en camusien, on peut avoir tendance à considérer que rien n'est plus bourgeois que la tendance à considérer que sa nation ou sa communauté est en elle-même, par elle-même, plus désirable qu'une autre, ou bien, islamisme, que la croyance est une vérité et que les autres ont le choix de la partager ou d'avoir tort à leurs risques et périls.
L'autre point commun à ces deux radicalités toxiques, ça n'est pas tant le fascisme ou le salafisme, si vous voulez, c'est ceux qui en facilitent l'arrivée dans les deux cas. Ce que je veux dire, c'est que le danger qui nous guette en Europe, et j'espère avoir le temps d'en parler, à l'ère hyper démocratique que nous vivons, ce ne sont pas tant, je crois, les extrémismes que les gens qui, par lâcheté, par idéologie et parfois par une conception dévoyée de la tolérance ou par abus de bons sentiments, s'attachent en toutes circonstances à leur tenir la porte. Bon, alors on va commencer. J'avais le choix entre deux enfers, Carib, Silla, je tirais au sort, si vous voulez. Donc, islamisme. La première remarque à faire, si vous voulez, et c'est la façon dont les profs de philo travaillent, si vous voulez, face à une adversité de cette nature. Bon, la première chose à dire, évidemment, c'est que rien n'est pire que de s'indigner. Vous vous indignez, vous faites disparaître magiquement l'objet qui vous indigne, vous vous privez des moyens de lutter contre, et par ailleurs, vous lui donnez une raison d'être, il a le contrepoint de votre indignation pour s'appuyer dessus. L'ennemi ne résiste pas à la dissection et il prospère sur l'indignation. Donc on va essayer de le disséquer. Le fanatisme, en la circonstance, celui auquel on a affaire en Europe et ici, est une forme non de croyance, mais d'impiété. C'est la première chose à dire quand on le dissèque. Ce que je veux dire ici, c'est que les assassins sont des impies. Combien faut-il ne pas croire en Dieu pour croire, par exemple, pour interdire qu'on se moque de lui? Combien faut-il douter de la puissance du prophète pour lui adjoindre le renfort de quelques armes de guerre? Contrairement à ce que croient les intégristes, ça n'est pas honorer le divin, c'est le mépriser, l'insulter, lui cracher à la gueule, si j'ose dire, s'il en a une, que de le défendre de cette manière-là. Spinoza enseignait au XVIIe siècle, que voulez-vous, ils ne l'ont pas lu, Spinoza enseignait au XVIIe siècle que qui aime Dieu pêche par orgueil quand il fait effort pour que Dieu l'aime en retour. De fait, personne ne parle mieux que lui de la naïveté de celui qui se présente à Dieu sous un jour favorable pour en obtenir des faveurs. Qui soutient que Dieu est irrité par un film, un texte ou un dessin, pêche par anthropomorphisme et parle de Dieu comme si l'homme l'avait créé à son image, c'est-à-dire comme un souverain géniard et vaniteux. Qui s'indigne des caricatures du prophète au point de punir de mort ses auteurs se prend lui-même pour Dieu. On appelle ça le fondamentalisme. Qui veut défendre l'islam en massacrant n'agit pas au nom de Dieu, mais à sa place. Et faut-il que le ciel soit vide pour lui pour qu'un homme usurpe un tel pouvoir? Bref, personne n'est plus nihiliste, ni moins pieux que celui qui tue au nom de Dieu. Pour qui se prend-il? On a, avec l'islam radical, affaire à une modalité très intéressante du nihilisme. Non pas le nihilisme platement réduit à l'athéisme et à l'immoralité que l'athéisme permettrait, s'il vous plaît, à la façon dont on a pu dire avec Dostoïevski, si Dieu est mort, tout est permis. Non, pas ce nihilisme-là. Le nihilisme au carré qui consiste par la religion à déprécier le monde existant au profit d'un arrière-monde céleste, à subordonner le réel à l'idéal, bref, à déserter la vie au profit d'un culte mortifère. Il n'y a pas moins de nihilisme dans le fanatisme que dans le fait de ne pas croire en Dieu. Il y en a même davantage, à mon avis. Si les tueurs croyaient vraiment en Dieu, ils ne tueraient pas en son nom. Ils en préserveraient la représentation du geste qui l'annule. Autre paradoxe d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque attentat, on entend Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand, ou bien Dieu est le plus grand. Or, quand cette parole est prononcée par un assassin, j'attire votre attention sur le fait que quand cette parole est prononcée par un assassin, le geste qu'il accomplit entre en contradiction directe avec le cri qui l'accompagne. Le meurtre gratuit d'un innocent par un autre homme ne prouve pas la grandeur de Dieu, mais au contraire son impuissance à empêcher de tels actes. Dieu a beau être grand, qu'il le veuille ou non, moi l'assassin, je vais tuer. Le geste de l'assassin, par l'interdit qu'il bafoue, réduit la puissance divine au lieu de la magnifier. Qui plus est, l'assassin qui hurle « Dieu est grand » prétend lui-même accomplir la volonté de Dieu en tuant, ce qui est encore pire pour Dieu, si vous voulez, et plus humiliant. Donc les tueurs de Daesh, par exemple, sont des blasphémateurs. Et si le fanatique qui prétend accomplir la volonté de Dieu en commettant un meurtre est vraiment convaincu de ce qu'il raconte, alors il se fait une idée de Dieu tout à fait misérable. Tuer en son nom revient non seulement à lui désobéir, mais surtout à le représenter comme une sorte de manchot dont les martyrs seraient le bras armé. Faut-il mépriser Dieu pour croire qu'il a besoin d'un coup de main? Quand un assassin dit « Dieu est grand », ça veut dire « Dieu est petit », ou mieux, « Dieu est mort ». Nietzsche, qui reprenait cette phrase à son compte, à cette parole que je trouve définitive, il dit « Le besoin d'une foi puissante », il pensait au fanatisme, n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est la preuve du contraire.
Et Camus, dans L'Homme révolté, écrit ceci. Il parlait des nihilistes russes du XIXe siècle, mais enfin... Rivaux du créateur, ils ont été conduits logiquement à refaire la création à leur compte. Ceux qui, pour le monde qu'ils venaient de créer, ont refusé toute autre règle que celle du désir et de la puissance, ont couru au suicide ou à la folie et chanté l'apocalypse. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que Camus pensait aux terroristes kamikazes, si vous voulez, aux nihilistes russes qui voulaient mourir en tuant. C'était les premiers à vouloir mourir en tuant. Or, à l'ère du terrorisme 2 ou 3.0, quand un smartphone suffit à vous faire connaître et que les antennes paraboliques, un peu comme des minarets tête en bas, ajoutent, vous avez remarqué ça? Ajoutent à la promesse du salut la garantie de la notoriété, la loi du spectacle exige le sacrifice édifiant. La doctrine du salut, la sotériologie meurtrière d'aujourd'hui, culmine dans un selfie. Le problème, c'est pas l'islam, le problème, c'est l'enflure des païens qui s'en réclament et dont le seul plaisir narcissique et adolescent, c'est de bien vouloir mourir, mais à condition de le faire sur BFM et d'enregistrer au préalable une vidéo de lui-même dont il ne doute pas qu'après sa mort, elle devienne virale. C'est pas le paradis qu'il recherche, hein, c'est la notoriété. C'est le nombre de clics, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que non seulement ce sont des impies, mais en plus ce sont des bons calculateurs. La volonté du néant ne perd pas le nord. Loin d'être une vocation, une règle d'or ou un devoir, le djihad, sous la version qu'on lui connaît désormais, puisque le djihad au départ ne désigne pas ça, mais le djihad sous la version qu'on lui connaît désormais est un troc, un placement, où celui qui dépose ses économies escompte un retour immédiat. Dieu c'est quoi? C'est l'autre nom d'une transaction. Mahomet. Écoutez ce que Montaigne disait de Mahomet dans l'apologie de Raymond de Sebon à la fin du XVIe siècle. On est en 1582 quand il écrit ça. Quand Mahomet, écrit Montaigne, promet aux siens un paradis couvert de tapis, paré d'or et de pierreries, peuplé de filles d'une suprême beauté, de vins et de mets rares, je vois bien que ce sont des glus qui, se moquant de nous, s'adaptent à notre bêtise pour nous attirer comme avec du miel par ses opinions et ses espérances qui conviennent à nos aspirations de mortels. Montaigne a écrit ça en 1582. Et dans l'un des terroristes du 11 septembre, Mohamed Atta, on a retrouvé une lettre dans sa voiture. Dans cette lettre, il y avait écrit « Ce sera, si Dieu le veut, le jour que tu passeras avec les femmes du paradis. Sache que les jardins du paradis t'attendent dans toute leur beauté et que les femmes du paradis t'attendent et qu'elles appellent « Viens par ici, ami de Dieu ». Elles sont parées de leurs plus beaux atours. Alors, de Montaigne à Mohamed Atta. Or, ce qui est fou dans cette histoire, et c'est là qu'il faut travailler, si vous voulez, parce qu'on peut dire, bon, c'est une arnaque, oui c'est une arnaque. Mais pourquoi c'est une arnaque? Et comment est-ce qu'on peut démontrer à celui qui l'éprouve que c'est une arnaque? Parce que c'est ça qui est intéressant. Comment on fait pour démontrer à celui qui croit ça, qu'il croit n'importe quoi? On peut pas lui dire, mais non, moi je connais la vérité, en fait c'est pas ça qui se passe une fois que t'as tué. Non, j'en sais rien. C'est pas vrai. Peut-être que c'est ça qui se passe vraiment d'ailleurs. On n'en sait rien. Ce que je veux dire c'est que, comment lui dire que c'est une arnaque? Comment lui dire ça? Eh bien, en lui rappelant une chose, c'est que ce qu'il désire au paradis, c'est ce qui convient à son corps de mortel. Et Montaigne est prodigieux pour ça. Montaigne était chrétien, vraiment chrétien, c'est-à-dire sceptique. Il considérait que les merveilles du paradis doivent être imaginées, l'expression est sublime, il faut les imaginer inimaginables. Si on imagine quelque chose qui convient à notre corps de mortel, de la bonne bouffe, du bon sexe, de l'alcool, etc., etc., on imagine quelque chose qui satisfait nos aspirations de mortel. Et c'est ça qui ne va pas. Ce qu'un terroriste espère avec cette histoire de vierge là, que ce soit 70 vierges, ou que ce soit une vierge de 70 ans, peu importe si vous voulez. C'est de toute façon, dans les deux cas, c'est l'agrément de son corps de mortel. Et c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. C'est ça qui permet de démontrer que la nature même du désir qu'il en a est corruptible et pourrie. Et c'est en cela, si vous voulez, que la dissection d'une passion, à mon avis, est intéressante et utile. Donc, on ne va pas rester indéfiniment sur cette question, mais enfin quand même, cons, mais pas fous, les assassins. Vous voyez? Cons, mais pas fous. Leur absolutisme est un pragmatisme. Sous l'alibi d'Allah, la violence terroriste a le sens des affaires. Leur islam est une spéculation qui, faute de métaphysique, a tout du commerce. Le type convaincu que son crime lui vaudra un orgasme éternel
a toutes les raisons, sous prétexte de guerre sainte, de précipiter un avion contre une tour ou d'exécuter un comité de rédaction. Il n'y a aucun courage chez celui qui donne à ce calcul les apparences d'un sacrifice. Il n'y a aucun courage. Il y a eu des gens pour parler du courage des terroristes du 11 septembre, parce qu'ils étaient impressionnés à l'idée qu'on puisse balancer un avion contre une tour. Mais si vous êtes assuré, si la spéculation que vous proposez, si on vous demande juste de balancer un avion contre une tour pour jouir pour l'éternité, franchement, non seulement c'est pas courageux, mais il faudrait être fou pour pas le faire. Je veux dire, enfin bon. Donc, alors, comment on fait? Parce que c'est pas tout, si vous voulez, de faire des arabesques, si j'ose dire, sur tout ça. Comment on fait? Comment on aide l'islam à guérir de l'impiété qui le hante, comme elle a hanté les deux autres monothéismes avant qu'il n'abjure l'absolu pour s'inscrire à peu près dans le moule républicain? Je parle de la France, là. Comment on fait pour... écoutez, à mon sens, en tout cas, c'est la ligne que j'ai développée. Je ne sais pas si elle fonctionne, mais il faut, s'adresser aux indécis, dissiper les amalgames, fuir la compagnie de ceux qui tiennent l'islam pour une religion barbare en soi, autant que la compagnie de ceux qui, musulmans ou non, prennent pour du racisme ce qui relève de l'humour. Bon, ça c'est assez simple. Mais ça va plus loin. Il faut rappeler inlassablement, en tout cas en France, que le blasphème n'est pas un délit. Et que son acceptation est une condition de l'intégration républicaine. Quand Charlie Hebdo se fout de la gueule des musulmans, il ne les exclut pas, il les accueille. Bienvenue sur la terre républicaine, où ici, on va se moquer de vous, amis pieux. C'est comme ça. C'est comme ça, la République. Il n'y a pas de blasphème en République. Il y a eu récemment une histoire extraordinaire. Quelqu'un a cru voir le nom d'Allah écrit sur du PQ. Drame, tragédie, catastrophe. Pardon, c'est un faux débat. D'abord, c'était pas le cas. Mais quand bien même ce serait le cas, je suis désolé, sur une terre laïque, on a le droit de se torcher avec l'idole de son choix. C'était pas un problème. Bon. Alors, autre point très important. Dire et répéter que les dessinateurs de Charlie Hebdo, je pense à eux là, parce que ce sont nos frères, ce sont les frères des frères en humanité, dire et répéter que les dessinateurs de Charlie Hebdo ne sont pas plus islamophobes qu'ils ne sont antisémites, parce qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de se moquer d'une religion et le fait de stigmatiser une communauté. Se moquer d'une religion est une démarche salutaire. Stigmatiser ses pratiquants est une chose tout à fait odieuse. Voilà, c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, pour le faire, il suffit de lire la généalogie de la morale. Bon, dans la généalogie de la morale, vous avez un passage extraordinaire. Pardonnez-moi, c'est pas pour faire le malin, c'est pour que vous puissiez vous y référer, parce que ça va vous surprendre. Entre les paragraphes 7 et 9 de la première dissertation de la généalogie de la morale, Nietzsche fait une histoire des religions à sa manière, et il s'en prend au judaïsme. En fait, Nietzsche est le pire ennemi du christianisme, dont il considère que c'est une machine à convertir la haine en amour, ou à faire passer de la haine, du ressentiment, de la calomnie, du refus du corps, etc., en bons sentiments et en amour. Donc Nietzsche est vraiment une machine de guerre contre ça. Or, il situe le judaïsme au principe de cette arnaque. Et il dit les juifs sont les premiers qui ont brassé la rancœur d'une haine inassouvie dans une apparence d'amour. Donc il est le premier à dire ça. Mais le propos de Nietzsche relève de l'histoire des religions. Le même homme, recevant des lettres chaleureuses de son beau-frère, qui était un nazi avant l'heure, lui répondait « Arrêtez de m'écrire, je crains pour ma patience ». Je veux dire, il n'y avait pas moins antisémite que Nietzsche. En revanche, il était tout à fait hostile en lecteur, et c'est son histoire des religions, on peut contester ça bien sûr, mais on est dans l'ordre de l'argumentation, il était tout à fait hostile au judaïsme comme religion, et il repérait l'influence délétère de cette religion sur 2000 ans de catholicisme et de calomnie du corps, disait-il. Mais il n'y avait aucun antisémitisme là-dedans. Donc, rappelez cette nuance, si vous voulez, la nuance qui sépare la critique de l'offense. À chaque fois que Charlie Hebdo se moque des musulmans, on les accuse de racisme. La dernière fois, quand ils ont fait une sur Jésus, qui avait on avait remplacé son nez. C'était sur la pédophilie, si vous voulez. Pédophilie, l'Église ouvre l'œil. Et donc, à la place du nez, il avait une verge, et à la place des yeux, il avait des testicules. Et puis, il en levait une comme ça. Bon, c'est Charlie. On aime, on n'aime pas, on n'est pas obligé d'aimer, si vous voulez. Bon. Mais il n'était venu à l'idée de personne d'accuser ce journal de racisme à ce moment-là. Pourquoi la catophobie n'est pas du racisme et l'islamophobie, oui. Ceci n'est pas sérieux. On n'a pas le droit de confondre le blasphème et le racisme. On n'a pas le droit de neutraliser le débat. On n'a pas le droit d'interdire la critique de l'islam au motif que dès qu'on y verse, on bascule dans le racisme. Et on n'a pas le droit de servir la soupe à ceux qui disent « Ouh là là, prudence, n'y touchez pas ». Non, il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut mettre les pieds dans le plat. Il en va du respect qu'on doit aux gens, justement, qu'on critique. On ne respecte pas quelqu'un qu'on préserve de sa critique. Faut-il mépriser quelqu'un pour lui épargner toute critique au nom du fait qu'il pourrait mal le prendre
Qu'est-ce qu'on fait encore? On enseigne à qui peut l'entendre que la foi n'est pas un savoir mais un espoir et que croire en Dieu, c'est la phrase de Guitry, consiste à douter en Dieu. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On récuse, en France comme ailleurs, me semble-t-il, et surtout dans le monde arabo-musulman, une lecture littérale des textes sacrés qui, les prenant au mot, exhument opportunément soit pour dauber sur le Coran, soit pour au contraire le brandir comme une arme de guerre, si vous voulez, c'est-à-dire donner à raison à ceux qui daubent dessus, le commandement de tuer au nom du Tout-Puissant. Le Coran n'est pas moins que la Bible, un recueil de métaphores, de paraboles, qu'il est passionnant d'interpréter et totalement dangereux de lire au pied de la lettre. Le pire ennemi, c'est la lecture littérale. À cet égard et à titre d'exemple, c'est intéressant d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut comprendre l'antique « tu ne tueras point » ? Parce que si on le prend au pied de la lettre, personne n'est moins obéi que celui qui l'a demandé. S'il y en a un qui n'a pas les moyens de se faire entendre, si vous voulez, c'est bien celui qui dit « tu ne tueras point ». Si on le prend comme un commandement et si on le réduit à un commandement, tous les jours, et il est le premier à se désobéir à lui-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il arrive parfois que l'on ne tue pas, même quand on tue. Tu ne tueras point. Ce n'est pas un commandement, c'est un constat. Souvenez-vous en France de ce héros merveilleux, Arnaud Beltrame. Tout le monde voit qui c'est, bien sûr. Arnaud Beltrame. Ce que je veux dire, c'est il y a les gens qui meurent volontairement pour tuer des innocents, on les appelle des connards ou des terroristes. Et il y a les gens qui meurent volontairement pour sauver des vies, on les appelle des héros ou des saints. Ça dépend de son lexique. Les premiers, c'est la peste, les seconds, c'est l'antidote. Les premiers n'ont aucun courage, ils ne tuent que parce qu'ils sont convaincus d'y trouver un bénéfice, on en a parlé tout à l'heure. Les seconds sont le courage en personne, puisqu'ils consentent à tout perdre pour que la vie elle-même soit sauvée. Arnaud Beltrame n'est pas le premier de son espèce. Le 31 juillet 1941, alors que les gardiens d'Auschwitz ont condamné 10 innocents à être enterrés vivants pour les punir de l'évasion d'un prisonnier, le père franciscain Maximilien Kolb a demandé à mourir à la place d'un père de famille. Et donc le 24 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est volontairement substitué à un otage dans le Super U de Trèbes, et il en est mort. Alors, c'est la meilleure façon d'agir, si vous voulez. Bon. Comment le don d'une vie peut-elle être une défense de la vie ? Quand il se fait exploser pour tuer des mécréants, le kamikaze passe un contrat au terme duquel son crime est censé lui valoir dans l'au-delà une partouze éternelle. Donc, il se tue, donc, on l'a vu, en échange d'une infinité de sexe et d'alcool, donc c'est des choses qui plaisent à son corps mortel, et la mort de l'autre, surtout s'il est innocent, est la condition de son plaisir. À l'inverse, quand il se sacrifie à la place d'un autre, le héros, qui est le seul vrai martyr, passe aussi sous un contrat au terme duquel le don de sa vie neutralise la terreur elle-même et rend toute sa force au commandement divin « tu ne tueras point ». Qu'est-ce que ça veut dire « tu ne tueras point » ? Si « tu ne tueras point » est un ordre absolu que Dieu donne aux hommes, nul n'est moins obéi que lui. Mais « tu ne tueras point » n'est pas un ordre, encore une fois, c'est un constat. C'est le diagnostic que la victime volontaire, la personne qui donne sa vie pour une autre, adresse à l'assassin. Que dit Arnaud Beltrame quand il se sacrifie ? Il dit au type « toi qui me tues ou qui vas me tuer, en me tuant, tu ne tueras que moi. Mais tu ne toucheras pas à la vie elle-même, que par mon sacrifice, j'immunise contre ta violence. Ta haine est infinie, mon geste l'est aussi. Quel que soit le nombre de morts que tu fais, tu ne tueras point. » Et c'est là qu'on entend ce que ce mot veut dire. Il est plus fort s'il est un constat que s'il est un commandement. La vie qu'on sauve aux dépens de la sienne n'est pas seulement la vie d'un autre homme, c'est la vie en soi. Quiconque sacrifie sa propre vie à la survie de l'inconnu, qui est pourtant son frère en humanité, n'échange pas une vie contre une autre, il donne sa vie pour que la vie elle-même survive. C'est ça qui se passe. Et c'est en cela qu'on peut dire « tu ne tueras point ». Et c'est en cela d'ailleurs, je crois, j'espère, qu'il y a, me semble-t-il, une sainte alliance, si j'ose dire, entre d'un côté ceux qui réfléchissent, ceux qui essaient de penser cette situation et qui essaient de disséquer un phénomène, et ceux dont le courage inouï les porte à sacrifier leur vie et à avoir le sentiment que ce qu'ils font là n'est pas vain, qu'il y a là quelque chose de plus qu'eux-mêmes. Ils sont plus vastes qu'eux-mêmes à l'instant où ils font ça. Alors, avec votre permission, et fort de cette ambiguïté native, j'en viens au second ennemi, l'extrême droite. Le diagnostic de la radicalisation des esprits en Europe est aisé à faire, hein, la vague brune, comme on dit. Il suffit de compter les points à chaque élection et d'observer que tous les 5 ans, la boue a monté dans les urnes. L'Europe est en train de brunir. L'Europe est en train de devenir brune. En tout cas, elle brunit considérablement.
En valeur absolue, depuis 15 ans, c'est assez facile de le dire, pardonnez-moi, en valeur absolue, depuis 15 ans, l'extrême droite a progressé en Europe, c'est sûr. En décembre 2017, 3 ministres du parti libéral, mal nommé autrichien, le FPE, à des postes régaliens, c'était le dernier épisode à l'époque, en date, d'une poussée qui remonte à la fin du XXe siècle. L'extrême droite faisait partie du gouvernement autrichien dès 1999, les Patriotes unis en Bulgarie qui avaient 27 députés alliés au Premier ministre, au Danemark pareil, en Norvège le parti du progrès compte 7 ministres, aux Pays-Bas c'est Geert Wilders, UKIP au Royaume-Uni, la Ligue du Nord en Italie, les 16 députés nazis grecs sous l'étiquette Aube dorée, ce qui m'a toujours fait penser à un staphylocoque. C'est comme ça, je ne suis pas médecin si vous voulez, donc je me suis représenté le staphylocoque doré avait un nom sympa pour recouvrir une réalité épouvantable, donc Aube dorée, ça me fait l'effet du staphylocoque. Sans compter naturellement le Brexit, c'est-à-dire la victoire des menteurs qui l'ont admis ensuite et des irresponsables qui refusent d'assumer le pouvoir qu'ils ont conquis de fait à cette occasion et qui se sont carapatés. Dès la connaissance du résultat. Alors, est-ce qu'une telle progression menace la construction européenne ou est-ce qu'elle a pour effet paradoxalement de la renforcer? Je voudrais ici, non pas simplement par goût de la contradiction, mais je crois parce que c'est le cas, soutenir cette seconde thèse. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tenir naturellement le retour de la peste comme un danger, c'est l'évidence, on peut se donner bonne conscience en le dénonçant. On peut aussi constater que l'idée européenne a tout à gagner à ce qu'on vérifie la nullité de l'extrême droite quand elle arrive aux affaires, si vous voulez. C'est un peu comme la démocratie américaine, dont les institutions sont plébiscitées depuis qu'un populiste est à sa tête. Je suis désolé, peut-être y a-t-il plus de fans ici, mais enfin peu importe. Les institutions américaines sont plébiscitées depuis qu'un populiste est à sa tête, et la presse n'a jamais connu autant d'abonnements. Les journaux gagnent des lecteurs depuis qu'un menteur gouverne le pays. Regardez ce qui s'est passé en Finlande. Les vrais Finlandais. On s'engueule sur Trump, mais après. Avec plaisir. Les vrais Finlandais, comme ils s'appellent, donc regardez en Finlande, ils ont été divisés, laminés par leur expérience gouvernementale. Regardez l'état du Front National. Depuis qu'il a passé le premier tour de la présidentielle et que les Français ont constaté l'indigence de sa présidente lors des débats cruciaux. Moi, c'est le propre des partis d'extrême droite, si vous voulez. J'y peux rien. Ils sont tellement mauvais qu'ils sont toujours durablement vaincus par leur propre victoire. Il suffit qu'ils arrivent aux affaires ou qu'ils montrent le bout du nez verruqueux pour que l'Europe, la démocratie, les droits de l'homme, la tolérance et la presse marquent des points. Dernier exemple en date, évidemment, c'est l'Italie, qui se porte aussi mal qu'on peut sous ce gouvernement de fous qui a décidé d'exclure les francs-maçons et qui aujourd'hui produit une crise économique et une crise politique. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que plus l'extrême droite progresse, mieux l'Europe se porte? Ce serait un peu optimiste. Je dirais juste que plus l'extrême droite se plante, mieux l'Europe se porte. Et que pour que l'extrême droite se plante, il faut qu'elle ait un petit peu de temps en temps les leviers en main. C'est assez facile. Hegel appelle ça la ruse de la raison. Et il y a un sens à le soutenir ici. Quelle est la thèse de Hegel? C'est que le progrès de la raison, dit-il, impose paradoxalement de mobiliser l'irrationnel. C'est en laissant faire les hommes, c'est en laissant fermenter les passions, c'est en laissant fermenter les égoïsmes que l'on gagne in fine en rationalité. Les acteurs de l'histoire ne sont aux yeux du philosophe que les pantins d'une rationalité qui marche en zigzag, à leur insu, via leur délire, vers un monde meilleur. Alors, on n'est pas obligé d'être hegelien, on n'est pas obligé d'être optimiste de cette façon-là, mais on peut quand même admettre que la meilleure façon d'être séduit par l'Europe et donc dégoûté par l'extrême droite est encore de voir l'extrême droite à l'œuvre, et qu'en un sens, pour détruire l'extrême droite, on a d'abord besoin de l'extrême droite. L'autre exemple du retournement dialectique auquel l'extrême droite s'expose et qui fait que, à mon avis, l'Europe est tranquille, encore pour un moment, c'est que, je vous donne un exemple, quand Viktor Orban l'a emporté en Hongrie, Marine Le Pen a déclaré « Grande et nette victoire de Viktor Orban, l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'Union européenne sont à nouveau rejetées, les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines élections européennes de 2019. » Or, la réaction de Marine Le Pen à la victoire d'Orban en Hongrie est aussi compréhensible que contradictoire. Bon, idéologiquement, c'est l'évidence, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, ils sont pareils. Ils sont pareils sur, ils sont nationalistes, dépensiers, insoucieux de la dette, ils ont un discours médiaphobe, bruxellophobe, russophile, enfin bon.
Orban entame son deuxième mandat et prospère sur les deux diables opportuns les quatrième mandat de l'immigration de masse et de l'islam. L'administration hongroise est largement sous contrôle, à l'image de ce que voulait faire Marine Le Pen si elle avait été élue. Bon, c'est logique qu'elle approuve cette victoire, c'est logique qu'elle s'en félicite, c'est logique qu'elle s'en réjouisse. Mais la contradiction saute aux yeux quand on songe à un album que vous connaissez peut-être, un album de Johann Sfar qui s'appelle La Tour de Bab el-Oued. Vraiment, lisez ça. Hein. Dans La Tour de Bab el-Oued, on y fait notamment la connaissance de deux personnages très bêtes, très antipathiques, mais encore plus charmants, qui sont le rabbin du rabbin et l'imam de l'imam. Et le rabbin du rabbin et l'imam de l'imam, ils ont l'habitude, l'après-midi, de s'asseoir sur un banc et de discuter un peu et de déplorer l'état du monde. Tout se perd, ma bonne dame, se disent-ils. Tout se perd. On a même vu des juifs et des musulmans qui forniquaient. On a vu des juifs et des musulmans qui discutent. On a vu des juifs et des musulmans qui se retrouvent. Et ils sont là tous les deux à déplorer cette époque délétère où les juifs et les musulmans se parlent. Et ils parlent pendant des heures. À tel point qu'ils décident un jour de monter l'association des juifs et musulmans qui refusent de prier ensemble. Et l'association est active. Elles se réunissent toutes les semaines. Les gens ont du plaisir à se voir parce qu'ils communient dans le désir d'être séparés. Et ils se réunissent. Et ils combattent ensemble. Et ils fraternisent. Et c'est merveilleux parce qu'ils en viennent un jour, vraiment, quand le comité des juifs et des musulmans qui refusent de prier ensemble devient véritablement actif, on se retrouve face à une œuvre véritablement fraternelle. Or, quelle différence entre des europhobes de plusieurs pays qui fraternisent et des intolérants de plusieurs confessions qui se réunissent? Quelle différence entre des nationalistes qui saluent l'internationalisation de leurs idées et des intolérants juifs et musulmans qui communient dans le refus de s'entendre? C'est la même contradiction. Leur discours est infidèle à leur démarche. Pour le dire dans les termes de Montaigne, leur matière est infidèle à leur manière. Ils fusionnent entre gens dont le programme est d'être disjoints. Ils se réunissent pour dénoncer ceux qui voudraient vivre ensemble. Et ce faisant, les intégristes qui se soutiennent contribuent au développement de la laïcité, à leur manière. Comme les europhobes qui s'européanisent contribuent, qu'ils le veuillent ou non, au développement de l'Europe. De ce point de vue, si on suit cette logique, il faut saluer le Brexit. Le Brexit est un miracle, une saignée salutaire, une amputation qui dissuade de recommencer pour les 100 ans qui viennent. Je veux dire, on va y aller, pourvu que le Brexit provoque une tempête financière. Pourvu que la Grande-Bretagne soit en situation de renégocier l'ensemble de ses accords commerciaux avec l'ensemble de ses partenaires. Pourvu qu'il n'y ait pas d'accord. Pourvu que Theresa May cède la place à quelqu'un qui s'en sorte encore moins bien qu'elle. Pourvu que le pays s'appauvrisse. Pourvu que les barrières douanières explosent. Pourvu que les investisseurs s'en aillent. Pourvu que la City déserte. Pourvu que la croissance chute. Pourvu que tout aille mal. Pourvu que les joueurs de foot même s'en aillent. Pourvu que l'Écosse et l'Irlande du Nord restent en Europe, que la Grande-Bretagne se disloque s'il faut ça pour comprendre ce qu'ils ont fait. Pourvu que les choses se passent mal. Il faut que le Royaume-Uni, qui historiquement en Europe a endossé le rôle du testeur de Cléopâtre, vous savez, quand on lui sert un gâteau, elle fait toujours goûter quelqu'un, hein, ben voilà, c'est le Royaume-Uni qui a goûté, si vous voulez. Il faut boire le calice jusqu'à la lie. Il faut qu'on ait, grâce au Brexit, l'occasion de détailler les catastrophes qui arrivent aux pays qui s'aventurent hors de l'Europe, d'où chacun peut sortir quand il le souhaite. Le Brexit est l'occasion, sinon d'une prise de conscience, en tout cas, je crois, d'un effroi, et la peur est bonne conseillère en matière européenne. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que, en fait, l'extrême droite me semble prise dans la nasse européenne, comme elle est prise dans la nasse du système qu'elle dénonce. Non pas en vertu d'une logique économique qui écraserait les velléités souverainistes, pourquoi pas, mais en vertu d'une logique démocratique qui veut qu'à force d'européaniser le combat anti-européen, on renforce, quand on est europhobe, l'adversaire qu'on a choisi de se donner. On veut bien combattre l'Europe et percevoir les dividendes du combat contre l'idée européenne, mais de là en sortir, il y a un pas que plus personne aujourd'hui n'ose franchir. Donc le brunissement de l'Europe, ou son pourrissement, me semble donc à tempérer pour deux raisons. 1. Plus l'extrême droite gouverne, moins elle risque d'arriver aux affaires. 2. Plus l'extrême droite s'unit à travers le continent, plus elle contribue au mouvement contre lequel elle prétend lutter de toutes ses forces. On pourrait gloser indéfiniment. Le temps me manque et j'ai des choses plus importantes à vous dire sur le fait que la façon dont Marine Le Pen dénonce le système auquel elle appartient par tous les pores de sa peau, si vous voulez, et depuis 40 ans.
ou bien la façon elle-même dont Marine Le Pen prétend réconcilier les Français avec elle-même et avec leur souche et avec leur origine, tout en prétendant elle-même couper les fonds, quel bon lapsus, couper les ponts avec son patriarche. J'avais pas fait exprès. C'est comme ça. Néanmoins, on peut s'indigner de voir l'extrême droite atteindre des scores inédits depuis des décennies. On peut ériger des barrières morales. On peut pousser des cris d'orfraie. On peut réactiver le vacarme des valeurs nobles et abstraites ou de l'idéal de paix sur lequel l'Europe repose. On peut faire ça, et pourquoi pas? La réactivation d'une idée adverse est utile au combat, tant que ça n'est pas elle qui combat, si vous voulez. L'erreur que nous faisons en général, c'est d'envoyer les bons sentiments au front. Face à un adversaire comme celui-là, ça ne marche pas. La morale fait prospérer l'adversaire. Les digues sont faites pour être surmontées, les murs se brisent, les remparts s'effondrent et la peste n'a que faire des gens qui lui tournent le dos. Tant qu'on luttera contre le mal à coups de bien, le mal se portera bien. C'est pas ainsi qu'on se bat. Ça n'est pas en ressuscitant les mânes de la gauche, par exemple, qu'on opposera, à mon avis, un rempart consistant à la poussée populiste. C'est en prenant la mesure et les limites de ce qu'on appelle vague populiste et en se demandant d'où elle vient. Et j'en viens, après ce long préambule, à ce que je voulais vraiment vous dire. Je voudrais vous proposer une hypothèse. Parce qu'on pourrait disséquer à l'infini, naturellement, les causes de l'émergence de ces deux phénomènes qui sont des phénomènes cousins. Et qui se tiennent la main, bien souvent d'ailleurs. Mais au-delà, si vous voulez, de ce lien, de cette gémellité paradoxale, il me semble, il y a une hypothèse qui peut-être tient la route et que je voudrais partager avec vous et dont j'ignore si vous la retiendrez. C'est l'hypothèse de la fatigue démocratique, en fait. La peste qui vient en Europe est plus complexe, plus sournoise, plus sympathique et en apparence plus démocratique que celle qu'on connaissait dans les années 30, ou qu'on a connue. Elle ne se présente pas sous la forme hideuse d'un monstre, mais sous la forme plus perverse de ce qu'elle est, c'est-à-dire un bacille, une maladie, une gangrène, un pourrissement. Quelle est la situation de l'Europe aujourd'hui? Et de ce point de vue, Israël n'a rien à voir avec l'Europe. Vous êtes même dans une situation contraire. Quelle est la situation de l'Europe aujourd'hui? L'Europe est face à cette difficulté terrible qui est qu'aucun monstre, apparemment, ne menace les libertés qu'elle prétend défendre. Aucune adversité caricaturale ne prétend faire obstacle comme l'Union soviétique ou le Troisième Reich, ou qui vous voulez, à l'exercice de nos droits. Nous ne sommes pas face à un titan dont le rejet unanime fortifie les peuples et viendrait souder les volontés. Non, on n'a pas ça sous la main. On n'a pas une injustice légale et officielle. On n'a pas un bel apartheid sous la main dont l'abolition serait un changement de régime. Non, la démocratie, et la démocratie européenne, ne promet qu'elle-même, n'est menacée que par elle-même, exactement comme les escarres viennent à un corps immobile. Elle n'est menacée que par elle-même. Dans un chapitre de la phénoménologie de l'esprit, intitulé « La liberté absolue et la terreur », Hegel revient sur les épisodes de 1789 et parle de cette Révolution française, dont il avait commencé par célébrer l'avènement avec ses amis, avant de s'apercevoir qu'elle s'engageait dans un processus délétère. Et il analyse la raison pour laquelle la Révolution française a basculé dans la terreur. Or, l'analyse de Hegel est de dire que la Révolution française a choisi Rousseau plutôt que Montesquieu. Elle a fait le choix de l'unanimisme au lieu de faire le choix de la pondération des pouvoirs, et par conséquent, excluant toute dialectique, elle a produit une volonté folle, qui, oscillant d'elle à elle-même, débouche inévitablement, dit-il, sur un processus terroriste. Nous n'avons pas le contrepoint d'une adversité objective sur laquelle on peut s'appuyer. C'est à peu près aussi difficile, si vous voulez, que de quitter quelqu'un qu'on n'aime plus. Parce qu'on ne peut même pas s'appuyer sur la peine qu'on fait ou sur la peine qu'on a, si vous voulez. C'est plus difficile. On ne peut même pas prendre appui sur le sentiment de sa propre culpabilité. Bon, ici, en l'occurrence, la métaphore s'arrête là, ici, en l'occurrence, on ne peut pas s'appuyer sur un ennemi sombre. Il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus ça. C'est la grande différence entre l'Europe et la démocratie israélienne. Parce que Israël est quotidiennement menacé dans sa survie et surtout dans son mode de vie, enfin, non, surtout dans sa survie et dans son mode de vie. Défendre Israël et défendre le droit à exister d'Israël et à tenir pleinement sa partition dans le concert des nations, c'est donner la migraine à tout un tas de gens dont le rêve est que cet État disparaisse. Bon.
Toujours sympa de donner la migraine à des tas de gens qui veulent que vous disparaissiez. C'est assez facile à faire en plus, là. La démocratie israélienne, c'est ça que je veux dire en fait. La démocratie israélienne qui est là, bientôt, qui va être mise à l'épreuve, enfin pas mise à l'épreuve, mais en tout cas qui va être éprouvée, peut aisément s'appuyer sur le contrepoint d'une inimitié violente et nombreuse. On n'a pas ça en Europe. Il n'y a pas 100 fois plus de gens autour du continent européen absolument déterminés à balancer toute l'Europe à la mer, si vous voulez. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, on n'a pas cette chance-là. L'Europe n'en est plus là. Nous n'avons pas l'Union soviétique, on n'a pas l'Europe de l'Est même, on n'a pas de Troisième Reich. L'Europe est dans la situation d'une volonté livrée à elle-même, elle s'ennuie. Et quand on s'ennuie, il faut s'occuper. Et comment est-ce qu'on s'occupe dans ces cas-là? En combattant des ennemis imaginaires. C'est le syndrome de Don Quichotte, si vous voulez. Quand on n'a rien à foutre, un moulin à vent devient un ennemi consistant. En l'occurrence, vaincu par sa victoire, saisi par l'ennui, le système où nous vivons, en Europe, un système de droits égaux, qu'on appelle démocratie, se voit mis en accusation par des révolutionnaires désœuvrés, c'est eux la peste. C'est eux que je redoute, moi, parce qu'ils sont beaucoup plus sympathiques. Ils sont sympas. Vous savez, lutter contre le mal, c'est facile. On a tous été formés pour ça. Lutter contre le mal, c'est facile. Lutter contre le bien, lutter contre les bons sentiments, c'est plus difficile que de lutter contre la haine. On a plus de mal à lutter contre celui qui en appelle à l'union de tous les hommes, à la fraternité de tous les hommes et qui explique que c'est la raison pour laquelle il ne va pas défiler contre l'antisémitisme. On a plus de mal à lutter contre celui-là qu'à lutter contre celui qui affiche clairement des opinions racistes et antisémites. Là, on est content de ne pas être d'accord, si vous voulez. Non, c'est plus difficile, là. On a des révolutionnaires désœuvrés qui sont partagés, en France en particulier et en Europe en général, partagés entre le dépit d'être né à une époque où la loi est la même pour tous, désespoir d'être né à une époque où la loi est la même pour tous et où le racisme est un délit, et le désir d'avoir encore une place, même un strapontin, au banquet des victimes de l'histoire, et qui, pour cette raison, persistent à croire qu'ils vivent dans un État raciste et que la défense de l'universel n'est qu'un discours de dominant. Pour moi, c'est ça la peste. C'est là qu'elle se trouve. Une radicalité, dans une radicalité insatisfaite, dont l'unique méthode est de disqualifier, neutraliser ceux qui n'en partagent pas les diagnostics, de tuer le dialogue. Une radicalité insatisfaite qui ne pardonne pas à un régime de liberté, comme la République, par exemple, de n'être pas le mal absolu et qui s'évertue par tous les sophismes à repeindre en tyrannie le mode de gouvernement qui, parce qu'il n'est pas une tyrannie, lui en donne le droit. Précisément. Résultat, on assiste en Europe, en France, à une inversion des urgences absolument stupéfiante. Stupéfiante. Ou au terme de laquelle le sort réservé aux homosexuels, par exemple, dans plus de 70 pays qui pénalisent l'homosexualité et qui, pour 10 d'entre eux, la punissent de mort, passe après, largement après, la dénonciation du pinkwashing israélien. Vous savez ce que c'est le pinkwashing ? Le monde entier vous en accuse. Qu'est-ce que c'est le pinkwashing? C'est un truc tout bête. Apprenez de vous-même. Qu'est-ce que c'est que le pinkwashing? Comment dire? La détestation principielle, fondamentale, originelle, structurelle, ADN, si vous voulez, de l'État d'Israël, et qui donc se donne des alibis, bon, c'est une haine de principe, mais qui se donne des alibis, qui se donne des causes. C'est un peu comme les doléances des gilets jaunes, si vous voulez, qui viennent non pas incarner la haine, mais lui servir d'alibi. La détestation irrationnelle, fondamentale, essentielle, ontologique de l'État d'Israël se satisfait volontiers d'en parler comme d'un apartheid nouveau, un État qu'il faudrait d'urgence boycotter, la lie de l'humanité, la lèpre sur terre, la honte de l'humanité, etc., etc. Donc la détestation d'Israël veut présenter l'État d'Israël comme ça. Il faut vraiment en rajouter en plus un maximum pour justifier une telle haine. Si vous voulez, les gens qui détestent ce pays ne le savent pas eux-mêmes, enfin ne savent même pas eux-mêmes pourquoi, donc ils ont besoin de le caricaturer pour donner corps à cette haine. Et donc pour ça, on parle d'apartheid, on emploie des mots comme ça. Sauf que ce discours-là a un problème avec le statut des homos en Israël. Si vous voulez,
le sentiment qu'Israël est un État structurellement raciste, nazi ou je sais pas quoi, ou que les Juifs font aux Palestiniens ce que les nazis leur ont fait, en fait, là, trouve dans le statut des homosexuels en Israël une objection consistante. Alors comment on fait pour présenter comme l'apartheid bis le seul État du Proche et du Moyen-Orient où les homos ne sont pas tués pour cette raison? Alors, la rhétorique antisioniste, en l'occurrence, et intersectionnelle et antisioniste, a mis au point, a forgé un mot, dans ces cas-là, ad hoc, le mot de pinkwashing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Israël brandit ce qu'elle fait de bien, ce qu'ils font, il ou elle, j'ai jamais su. Hein. J'entends Israël, donc je pense elle, mais question de musique. D'ailleurs, on dit Israël il, Israël elle. Ok, c'est bien, ça va. Donc je continue. Donc on ne dit pas Israël, c'est tout ce que je sais. Voilà. Non, la détestation d'Israël. Alors on dit voilà, Israël brandit ce qu'il ou elle fait de bien pour les homosexuels pour cacher ce qu'ils font aux Palestiniens. C'est du pinkwashing. On a repeint en rose la politique d'apartheid israélienne. Vous voyez le... Bien. Alors, sauf que, évidemment, le résultat de ça, si vous voulez, ce qui est intéressant, sauf que, qu'est-ce que ça signifie? C'est là que, pardon, mais c'est là que l'indignation est inefficace et qu'un tout petit peu de raisonnement est utile. Comment on répond à ça? Mais si on répond. Mais bien sûr qu'il faut répondre. Si vous ne répondez pas, les gens calcifient leurs opinions. Et la guerre, c'est quoi? C'est la calcification des opinions qui se prennent pour la vérité. Vous voulez éviter la guerre? Il faut répondre. Il faut lutter contre la guerre en répondant. Bien sûr qu'il faut répondre. Il faut toujours répondre, même aux accusations les plus injustes. C'est comme ça qu'on fait œuvre de paix, quand bien même ça ne marche pas. J'ai pas dit que ça marchait, hein. J'ai dit que je voyais pas d'autres moyens. Mais bien sûr qu'il faut répondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on répond? En rappelant que, si vous voulez, l'un des arguments des gens qui dénoncent le pinkwashing israélien, c'est de dire, vous savez, ce que font les services secrets israéliens, c'est qu'ils appellent parfois des Palestiniens homosexuels pour menacer de révéler leurs conditions s'ils ne leur donnent pas des informations. Ouais, hein? Honnêtement, franchement, je ne serais pas surpris que ce soit vrai. On recueille des informations, on se sert des outils qu'on a. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire cette information? Ça veut dire que dans tout autre pays qu'Israël, dans tout autre pays de la région, si on révèle votre homosexualité, vous êtes mort. Et donc, les gens, la rhétorique qui essaie de fabriquer cet État soi-disant totalitaire, se casse le nez sur le simple fait que tout ce qu'il démontre, c'est qu'ailleurs qu'en Israël, être homosexuel est puni de mort. On peut répondre. On peut répondre en s'appuyant même sur la mauvaise foi des gens qui attaquent. C'est possible de répondre. Et c'est surtout possible de répondre que... Enfin, qu'est-ce que vous faites des 70 pays où ils sont punis de mort? Pourquoi votre unique obsession, c'est un État que vous soupçonnez indûment de présenter ou de brandir une politique soi-disant favorable aux homosexuels comme le cache-sexe d'autre chose? Mais comment est-ce qu'on peut voir les choses par un si petit bout de la lorgnette? Je continue sur cette peste, pour vous dire à quel point elle est sournoise. C'est une étrange époque, donc, où la dénonciation du pinkwashing l'emporte sur le sort des homosexuels dans 70 pays. Au passage, je ne fais aucune différence... Ah oui, je voudrais quand même vous dire ça. Je ne fais aucune différence entre l'homophobie et l'antisémitisme. Pour une raison simple, ce sont deux haines qui ont en commun de ne pas exactement se représenter l'objet de leur haine. Le racisme, l'ancienne, s'appuie sur le spectacle d'une différence. Vous n'aimez pas les noirs, vous avez une couleur là, à laquelle vous pouvez vous opposer. Vous pouvez vous appuyer sur le contrepoint d'une différence. L'antisémitisme, c'est tout le paradoxe, c'est ce que Jean Kelevitch expliquait dans Ressembler, dissembler. Le juif porte en lui la difficulté d'être un autre imperceptiblement autre. Il est plutôt même que autre, si vous voulez. De sorte que la haine du juif, à la différence de la haine du noir quand on est blanc, la haine du juif, c'est possiblement la haine de soi. C'est pas la haine de l'autre, c'est possiblement la haine de soi. Ce qui permet de faire de l'antisémitisme la racine même de la haine. Parce qu'en fait, le racisme aussi, c'est la haine de soi. Sauf que le racisme se donne l'alibi d'une différence spectaculaire. Alors que l'antisémitisme n'a même pas ça. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de fabriquer le nez du juif ou de lui attribuer des manières, etc. Avec les homos, c'est pareil. On parle des homosexuels comme on parle des juifs. Il y en a peut-être dans la salle. Si ça se trouve, il y a des juifs dans la salle. Si ça se trouve, il y a des homosexuels. C'est la même... il y en a.
C'est la même haine. C'est une haine qui, dans les deux cas, s'attache à fabriquer l'ennemi de sa détestation. Et qui, en cela, renseigne d'ailleurs sur la nature même de la haine, qui est d'être a priori. La haine n'a pas besoin du comportement haïssable pour exister. C'est comme la jalousie, n'a pas besoin de l'infidélité. Desdémone est pure. Othello n'a pas besoin qu'elle soit coupable pour l'étrangler, si vous voulez. On n'a pas besoin que le juif soit coupable pour le haïr. On n'a pas besoin que l'homosexuel soit coupable lui-même pour le haïr, etc., etc. Le fond de la haine, c'est d'être a priori, et on l'apprend et on le découvre quand on travaille sur ces haines qui ne se donnent pas la facilité de s'appuyer sur une différence spectaculaire. Donc, j'en reviens à la peste, pardon. Il y a des féministes aujourd'hui, en France, des féministes entre guillemets, qui banalisent le port du voile islamique en le comparant au port du short ou des talons aiguilles, trouvant que c'est un geste féminin. Si, il y a des gens qui ont dit ça. J'ai jamais vu les deux ensemble d'ailleurs, mais peut-être ça existe, peut-être. Je demande à voir. Et qui en viennent à interdire, alors ce sont les mêmes qui en revanche interdisent la critique des symboles patriarcaux dès lors qu'ils relèvent d'une culture ou d'une religion extra-occidentale. En Europe aujourd'hui, vous avez des antiracistes en guerre contre les dominations ancrées dans la société française, vraiment en guerre, qui multiplient les discours séparatistes et racialistes et indexent la façon de penser sur la couleur de la peau. Vous avez des gens aujourd'hui qui croient lutter contre le racisme en développant la non-mixité, par exemple, qui considèrent que la meilleure façon de lutter contre le racisme, ou contre le sexisme, c'est que les femmes se réunissent entre elles, ou que les noirs se réunissent entre eux. Donc, on lutte contre la ségrégation en triant les gens à l'entrée d'une salle selon la couleur de leur peau. C'est ça la peste! Et elle se donne pour but de lutter contre le racisme. Le problème, c'est que la peste, dans les années 30, elle était officiellement raciste. Les nazis n'avaient pas pour but de lutter contre le racisme. Ils avaient d'autres buts. Aujourd'hui, la peste a ça pour but, ou pour alibi peut-être. C'est vraiment une inversion des valeurs spectaculaires, au terme de laquelle, par exemple, au lieu de lutter contre l'excision, ou aux côtés des Iraniennes qui vont en prison pour être sorties tête nue dans les rues de Téhéran, en France, aujourd'hui, on bataille pour la suspension temporaire de la mixité, contre le droit de critiquer le féminisme quand on est un homme, ou contre le droit d'être antiraciste quand on est un blanc, ou encore pour une orthographe épicène, tout.t.e.s. Il y a eu un tweet des Insoumis hilarant, vous n'avez pas vu ça? Ils réclamaient le remboursement des protections périodiques, cause sacrée, mais ils voulaient le remboursement des protections périodiques pour tout.t.e.s. Ce qui était pousser l'égalité un peu loin, si vous voulez. Bon, c'est tout le problème de l'écriture inclusive. On pourrait rester des heures sur l'écriture inclusive, j'adore ce sujet. C'est un attentat contre la dyslexie, au nom d'une société inclusive. On n'a pas le temps d'en parler, c'est dommage. Donc on bataille pour ça. On croit que c'est ça l'urgence. On lutte pour ça. On lutte pour ça. C'est quand même extraordinaire, les paradoxes d'un esprit aussi révolutionnaire et aussi docile, qui choisit ses combats non pas en fonction de la gravité des causes, mais en fonction de l'origine des gens dont on parle. On est ici au cœur d'un paradoxe démocratique. Elle pourrit quand elle est livrée à elle-même. Elle pourrit quand elle est privée de dialectique ou de combat à mener, ou d'une adversité claire qui lui permette, en s'appuyant dessus, de se définir elle-même comme celle qui s'oppose à cette adversité. L'Europe a longtemps été définie comme celle qui empêchait les États de faire la guerre. Mais c'est tellement vrai aujourd'hui que cette invocation fait rire les europhobes. Ah, l'Europe c'est la paix. François Asselineau va même jusqu'à dire l'Europe c'est la paix, P-A-I-E. François Asselineau est notre europhobe... notre super europhobe français. Contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas d'extrême droite. Mais c'est un europhobe, ça c'est sûr, il l'est même davantage. Donc, on se moque de ça, mais on se moque de cette formule, l'Europe c'est la paix. Mais on se moque de cette formule, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est vraie. Et qu'à force d'être vraie, elle a fini par devenir une sorte de mantra hors sol que brandissent des europhiles enthousiastes et spectaculairement déconnectés des souffrances qui existent aussi dans un continent bordélique. Le refus de penser que l'histoire soit finie en Europe prend plusieurs formes, et la plus redoutable n'est pas l'extrême droite. Je ne crois pas, parce que l'émergence de l'extrême droite a pour effet de souder les volontés, mais le populisme, de façon générale, et en vérité c'est de lui que je parle. J'appelle ici populisme le sentiment d'approfondir la démocratie,
tout en luttant contre la liberté. J'appelle populisme le sentiment de défendre la démocratie en étant attaché à sa destruction et le sentiment corrélatif de rendre le pouvoir aux gens à l'instant même où on les en dépouille. Et de cela, l'Europe souffre au plus haut degré. L'Europe est atteinte dans sa chair par ceux qui se désignent comme les candidats du peuple. Alors, je suis content de vous dire ça 2 jours avant mardi. C'est intéressant d'ailleurs le candidat du peuple, vous savez, parce que c'est une médaille qu'en général les gens s'auto-décernent. C'est toujours « je suis le candidat du peuple ». On n'est jamais présenté comme le candidat du peuple, on se présente toujours soi-même comme le candidat du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le mot même de peuple change de sens selon la personne qui se présente comme son candidat. Quand Jean-Luc Mélenchon est le candidat du peuple, le peuple, c'était à un moment la gauche profonde. Ça a cessé de l'être maintenant. Maintenant, c'est les gilets jaunes. Pour Marine Le Pen, le peuple, ce sont les patriotes contre ceux qui voudraient noyer leur pays dans l'Europe, la drogue et l'immigration. Pour Nicolas Sarkozy, candidat du peuple lui aussi, autodéclaré, ce sont les Français libres et de droite dont il espérait qu'il démentirait les sondages au premier tour des primaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ambition d'être un candidat... Si vous voulez, les candidats du peuple ont il y a autant de peuples que de candidats, en fait. Or, cette annexion de l'idée de peuple par une fraction de lui-même est en réalité un geste marxiste. C'est un geste qui remonte au XIXe siècle, c'est un geste qu'on trouve chez Marx. Voici ce qu'il dit quand il parle du prolétariat. Il dit « Le prolétariat est une sphère qui possède un caractère d'universalité par l'universalité de ses souffrances. Le prolétariat, dit-il, ne revendique pas de droit particulier, mais le droit d'être l'humanité tout entière. » Et cette annexion de l'humanité par une partie d'elle-même, au nom des souffrances qu'elle a reçues, et le premier geste, c'est un geste dans lequel on retrouve le candidat du peuple, le sentiment que le peuple, c'est le peuple des gens qui votent pour moi, et le sentiment aussi que mes souffrances sont un diplôme et que ma parole est rendue légitime par les souffrances que j'ai subies. Ce qu'on appelle la victimisation. Tout ça est contenu dans le geste marxien au XIXe siècle qui vaut à une partie du peuple d'annexer la notion de peuple en se prenant elle-même par l'universalité de ses souffrances pour l'humanité elle-même, pour l'humanité toute nue. Alors, au passage, là encore, candidat du peuple, on peut pousser des cris d'orfraie, on peut dire on n'est pas content, on peut lever le poing, on peut dire halte à Trump, on peut dire Mélenchon je sais pas quoi, Marine Le Pen truc, etc. On peut s'insurger. Ça donnera bonne conscience, mais ça ne changera pas grand-chose. On peut aussi repérer, c'est ce que fait Machiavel au chapitre 9 du Prince, là encore, vous pouvez y aller, chapitre 9 du Prince, qu'est-ce qu'il enseigne? Il dit, donc vous savez, la perspective qui est celle de Machiavel dans le Prince, c'est celle de comment conquérir le pouvoir, et quand on l'a, comment le conserver. Et qu'est-ce que Machiavel dit au souverain? Il lui dit, débarrasse-toi des puissants, débarrasse-toi des puissants qui t'entourent, ne t'en occupe pas. Fous-les dehors. Double avantage. 1, tu donneras aux peuples qui sont sous toi, aux gens qui sont sous toi, le sentiment que tu es plus près d'eux. 2, et c'est surtout ça qui compte, tu auras les coups des franches. Ce conseil de Machiavel au prince, on est au XVe siècle. Si on applique ce conseil à la démarche de Trump, par exemple, qui s'en prend à tous les corps intermédiaires, au nom d'un pouvoir qu'il viendrait rendre au peuple, avec qui il communique directement via Twitter, et dont en fait il est éloigné au carré, puisque les filtres qui s'interposent entre le gouvernant et le gouverné ne nous éloignent pas du gouvernant, c'est le contraire, il nous donne une prise sur lui. Ce mélange, si vous voulez, d'illusions de proximité doublée de distance renouvelée qui caractérise le candidat du peuple a été disséqué par Machiavel au XVe siècle. Et je trouve plus efficace de travailler de cette façon-là que de s'insurger en portant des accusations contre des gens qui, de bonne foi d'ailleurs, pourraient vous dire « Mais enfin, je ne suis pas du tout un fasciste, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Changez de logiciel, mon bon monsieur !» Alors, je vous ai parlé des hyper-féministes tout à l'heure, aux yeux de qui le port du voile n'est pas grave et qui en viennent au nom de la tolérance à défendre le port d'un vêtement liberticide ou de symboles patriarcaux.
De la même manière, il existe des hyper-démocrates en France pour qui Manuel Valls, par exemple, est un dictateur. Et Maduro, en revanche, est le libérateur de son peuple. Donc l'affreux Manuel Valls, il a fait le 49-3. Et il a sorti des lois dont la séquence est terrible et qui justifie qu'on brûle des voitures de flics et qu'on amnistie les gens qui l'ont fait. Alors que Maduro, c'est cool, le libérateur de son peuple. Il existe, là encore, des hyper-militants pour qui la police républicaine est comparable en France aujourd'hui à la police de Vichy, mais qui regardent avec envie et bienveillance le gouvernement de Vladimir Poutine, au motif que lui-même n'aurait pas laissé tout ce désordre s'installer en France. Tu vois, lutter contre un état de droit, c'est ça que je veux vous dire, et c'est en ça qu'on peut parler de peste, à mon avis. Lutter contre un état de droit, comme s'il était une dictature, halluciner le caractère dictatorial d'un pouvoir en place, ce qui est tout le sens d'ailleurs des potences qu'on représente avec la tête de Macron. L'enjeu, c'est pas de couper la tête du président, c'est de représenter collectivement le président comme un monarque en fin de règne dont la tête va tomber. L'enjeu, c'est pas de violer madame, Brigitte à poil, etc. Non, 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 non. L'enjeu, c'est de parler d'elle comme on parle de Marie-Antoinette. C'est-à-dire, c'est de créer les conditions d'une représentation de fin de règne. Bon, il a 40 ans, enfin, eh bien, c'est cette façon-là de marcher sur la tête, à mon avis, dont souffre l'Europe en premier. Voilà. C'est ça le danger, je crois. Je veux dire, l'Europe a des maladies d'enfants gâtés. D'enfants sans problème, qui aimerait bien pouvoir lui aussi se plaindre de ses parents, et qui rêve de recréer les conditions d'une injustice dont elle puisse se plaindre ensuite. Le problème, c'est que c'est de cette façon-là qu'on tue la démocratie. Et en Europe, aujourd'hui, nos libertés sont en train de mourir avec le sentiment de guérir. On est en train de censurer des choses. La tyrannie de la majorité, ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire le règne du convenable, c'est-à-dire l'écrasement d'un discours déplaisant ou du discours qui déplaît par la horde des bons sentiments et des opinions qui voudraient le faire taire, cet écrasement-là est à l'œuvre au quotidien en Europe, à l'intérieur même de la société civile et à l'abri de nos lois. Et c'est ça qui se passe. La peste à laquelle on a affaire n'est pas une peste légale, c'est une peste qui se présente elle-même comme légitime. J'ai suffisamment souffert, j'ai le droit de dire des conneries. Au moment des Gilets jaunes, on va en parler quand même, parce que bon, au moment des Gilets jaunes, il y avait, parmi les gens qui défendaient les Gilets jaunes, il y avait des gens qui disaient, bon, vous savez qu'on a commencé à voir les trucs, les tags antisémites, anti-maçons, anti-PD, toujours pareil, hein, toujours les mêmes qu'on vise en premier. Hein. Eh bien, quand c'est apparu, des bons esprits ont commencé à dire « qu'est-ce que c'est, va des rétros, fascisme, etc. » Et les défenseurs des Gilets jaunes disaient « les gens qui s'indignent d'entendre les Gilets jaunes tenir des propos homophobes ou des propos antisémites sont en réalité des bourgeois qui disent « pauvres, taisez-vous ». De la même manière, sur le complotisme, vous avez un article hallucinant de Frédéric Lordon sur l'anticomplotisme, dans lequel il explique que l'anticomplotisme, le fait de lutter contre le complotisme, c'est-à-dire le fait de lutter contre ce venin qui donne le sentiment d'avoir raison et d'être seul dans son coin à avoir raison, ce venin qu'on appelle le complotisme, le fait de lutter contre le complotisme était présenté par Lordon comme le bras armé d'une bourgeoisie, qui prétend maintenir son pouvoir et maintenir dans l'oppression des gens qui, par leur désir de connaître, dont témoigne le complotisme, et parfois quelques erreurs peut-être, bien sûr, hein, dont le désir de connaître est ainsi écrasé par la classe dominante des sachants. Le résultat, c'est qu'il maintient dans l'ignorance les gens qu'il prétend défendre. C'est ça qui se passe. C'est à ça qu'on a affaire. C'est ça l'ennemi. Alors, j'avais dit que je parlerais des Gilets jaunes. Pas seulement des gens qui les défendent. Parlons des Gilets jaunes. Là encore, les Gilets jaunes, on peut s'indigner, on peut protester, on peut être pas content, on peut approuver. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui est intéressant. L'essentiel est de comprendre. L'essentiel est de travailler dessus. La première chose à comprendre sur les Gilets jaunes, c'est que c'est pas un phénomène nouveau. C'est pas neuf, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils sont apparus à Athènes au VIe siècle. Ils sont apparus à Athènes avant notre ère, quand s'est ouvert un abîme entre les possédants et le petit peuple surendetté. Les Gilets jaunes, on les a retrouvés à Rome, quand la plèbe a refusé de s'engager dans l'armée parce que l'oligarchie l'affamait. Et que l'esclavage était rendu obligatoire par le fait que les gens étaient surendettés et ne pouvaient pas payer. En fait, les Gilets jaunes, ils sont aussi anciens que la démocratie elle-même.
ils correspondent à une tendance qui consiste à critiquer les institutions démocratiques quand ces institutions échouent à remplir notre assiette. Il y a un texte de Camus là-dessus qui est un texte formidable, il s'appelle « Le pain et la bruyère ». Il dit « L'homme a besoin de pain, mais il a aussi besoin de la bruyère, qui est le pain de son cœur ». Or Camus rappelle, évidemment la bruyère c'est la liberté d'expression, le pain c'est la liberté matérielle, c'est la liberté de manger. Ça vous fait une belle jambe d'avoir le droit de dire ce que vous voulez quand vous n'avez pas de quoi bouffer. En revanche, se satisfaire d'avoir l'assiette pleine et se satisfaire de l'avoir aux dépens de la liberté d'expression, à la façon dont, je me souviens de Jacques Chirac en visite d'État chez Ben Ali en Tunisie, commençant par dire « Oh, la première liberté, c'est d'avoir l'assiette pleine ». Il dit ça devant le dictateur de son pays, quand même. C'est hallucinant de pouvoir dire une phrase pareille. C'est ahurissant. De la même manière, celui qui mange à sa faim et qui considère que les gens ne doivent pas être racistes quand ils ont faim, et celui que, si vous voulez, que ses paroles n'engagent pas, donc on peut l'accuser d'être un peu hors sol. Mais celui qui, en revanche, invoque la faim pour justifier les discours les plus odieux, celui-là n'est pas plus justifiable non plus. Et on ne peut pas le défendre davantage. Alors, donc, les gilets jaunes sont aussi anciens que la démocratie elle-même. Ils correspondent à une tendance qu'a le pain de critiquer la bruyère quand la bruyère ne donne pas de quoi manger, si vous voulez, tout simplement. C'est très important. Sauf que là où on peut parler des gilets jaunes, à mon avis, comme d'un des éléments de la peste, c'est quand précisément ils usurpent le titre de victime pour faire passer un message qui, à mon avis, ne fonctionne pas. Le sommet a été atteint quand des gens ont comparé les gilets jaunes aux étoiles jaunes. Ils ont fait ça. C'est même devenu viral. Les gens ont trouvé ça intelligent. Ah ouais, c'est vrai, c'était jaune aussi. Et donc on avait des gilets jaunes et des étoiles jaunes. Ça va plus loin que ça. Dans les manifs, il y a du gaz lacrymogène. Comme des putains de juifs, ils ont dit. Vous nous gazez comme des putains de juifs. Vous vous rendez compte de ça? La somme d'ignorance qu'il faut avoir pour être capable de dire ça. Qui dit ça ne lutte pas pour la liberté? Ou qui dit ça lutte pour sa propre servitude, comme s'il s'agissait de la liberté? Qui connaît si peu de choses qu'il est capable de dire ou de penser ça nuit à la liberté plus sûrement que quelqu'un qui voudrait abolir la liberté. Clairement, explicitement, qu'un vrai tyran. Je préfère un vrai tyran à quelqu'un qui est capable de comparer un gilet jaune à une étoile jaune. Parce que celui qui compare le gilet jaune à une étoile jaune, il se prend un peu pour une étoile jaune, et donc quand on lui met des coups sur la tête, il vous prend pour un nazi. Le vrai tyran, vous pouvez le frapper à l'envi, il n'y a pas de problème, il est là pour ça. Le gilet jaune, il est là pour mettre un genou à terre à la seconde où on le critique en disant que du coup c'est du mépris de classe, c'est du mépris social. Il est là pour neutraliser le dialogue. Alors, je laisse de côté les qualités du mouvement. Le sentiment d'une fraternité retrouvée, la fraternité des ronds-points, la solidarité concrète, l'éthique de conviction, les concessions gouvernementales, la misère sociale, etc. etc. Ce n'est pas l'objet là pour l'instant. Je veux parler ici, comme symptomatique de tout ce que je vous raconte jusqu'à présent, de l'amertume d'un mouvement qui n'a pas su passer d'un rejet à un projet. Et là encore, on peut critiquer les gilets jaunes, on peut s'indigner, on peut lever le poing, on peut faire une contre-manif, on peut créer les foulards rouges, enfin bon, on peut faire tout ça. On peut aussi prendre les premières pages de L'Homme révolté d'Albert Camus, qui explique posément, calmement, au début des années 50, dans une France hantée par des années de plomb et par un parti communiste à 40%, qui fait son livre en expliquant que l'homme révolté est un homme qui dit non, mais qu'en amont du refus qui est le sien, il y a d'abord une adhésion. L'homme révolté dit oui avant de dire non. Considération fondamentale. Parce que si vous dites oui avant de dire non, vous donnez corps à une ambition. Votre révolte a un horizon. Vous dessinez quelque chose, c'est-à-dire que vous posez des limites, c'est tout le paradoxe. Quand vous vous révoltez par amour et non par haine, vous êtes contraint, alors que l'amour c'est l'illimité en nous, c'est l'infini en nous, vous êtes contraint de donner des limites au projet qui est le vôtre. Le discours de Camus sur l'amour est d'une beauté infernale. C'est l'infinitisation de l'amour, l'illimitation du sentiment amoureux en nous produit politiquement le sentiment de la mesure. Il appelle ça l'intransigeance exténuante de la mesure. Quand vous vous révoltez, c'est beau ça, hein? Quand vous vous révoltez, vous devez dire oui avant de dire non.
Vous devez vous révolter pour avant de vous révolter contre. Et vous ne prenez les armes que parce que vous êtes porté par un amour, rappelle Camus. Si la négation, si la négativité est première, il y a deux conséquences à ça. Le refus s'abîme dans l'illimitation, bien sûr, et donc il peut coaliser des opinions disparates, il n'y a pas de problème. De fait, vous voyez un anarchiste et un royaliste hurler, défiler ensemble au cri de « à mort Macron ». Vous pouvez parfaitement coaliser des opinions disparates, elles sont dispensées de s'affronter par la communauté d'ennemis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure du contrepoint d'une adversité objective, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre qui vous voulez là-dedans, puisqu'il y a un ennemi commun. Le fait qu'on ait halluciné cet ennemi, qu'on ait halluciné son caractère tyrannique n'a aucune importance, il y a un ennemi commun qui permet de souder des volontés disparates. Ça c'est le premier point, Camus l'explique dans L'Homme révolté. Et le deuxième point, qui à mon avis est plus puissant que ça, c'est de dire que les gilets jaunes tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que à force de dire non avant de dire oui, ils se privent, ils ménagent les conditions de possibilité d'une résurrection permanente. C'est un mouvement illimité, le refus est illimité, donc tous les samedis ça peut revenir. Dans 5 ans, il y aura encore des gilets jaunes, il y aura des ronds-points avec des gilets jaunes, c'est sûr, enfin il n'y a pas de problème. Peut-être qu'ils auront exporté le truc, peut-être que vous aurez les vôtres. Hein, qui se prendront pour des étoiles jaunes aussi, ça va être bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ménagent les conditions de possibilité d'une résurrection sporadique, et qu'ils se privent en même temps, et c'est ça qui est grave, de précipiter dans un rôle politique, dans une demande politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner corps à un projet. Et de fait, chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, il la découpe. Chaque fois que quelqu'un décide de porter une liste aux européennes, il est traité en traître, il ou elle est traité en traître. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'est un peu comme les Qatars, si vous voulez, qui ne voulaient pas se reproduire. Les gilets jaunes se privent de porte-parole. Et pour cause. S'ils avaient un porte-parole, comment pourraient-ils se plaindre de n'être pas écoutés s'ils avaient un porte-parole? Comment pourraient-ils se plaindre de n'être pas entendus si on connaissait les doléances? Le dessinateur Xavier Gors résume la situation des Gilets jaunes, je dois dire, de façon excellente quand il dit « Nous exigeons, n'essayez pas de nous piéger en nous demandant quoi ?» Je trouve ça magnifique, si vous voulez. C'est vraiment ça. Mais j'attire votre attention sur le fait que le mouvement est d'autant plus puissant qu'il n'est pas porté, qu'il n'a pas de patron, si j'ose dire, au sens couturier du terme, qu'il n'a pas sa colonne vertébrale idéologique, et que les doléances des Gilets jaunes, elles sont innombrables. Vous savez, il y a ce dessin de Sampé où vous voyez une manif, vous voyez des gens qui défilent avec des pancartes, camionnettes, pas contents, CGT, etc. Et juste à côté, il y a une contre-allée, il y a un petit bourgeois de Sampé adorable avec son petit par-dessus, sa petite veste et un panneau avec marqué dessus « J'ai mal au dos ». Et on l'adore, sauf que les Gilets jaunes, c'est un peu comme si lui était devenu la manif. Et vous ne pouvez pas répondre à 60 millions de mécontents. Vous voyez ce que je veux dire? Le journaliste, c'était Henri Rochefort, qui disait « La France compte 30 millions de sujets à l'époque, et encore sans compter les sujets de mécontentement. » Alors, j'ai encore 2-3 choses à vous dire. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, bon. Je le prends. De toutes les pathologies dont le mouvement des Gilets jaunes sont l'expression, il y en a une, et je voudrais terminer là-dessus en fait, parce que je voudrais vous dire ça me semble très important, ça me semble un des éléments justement d'un débat, d'une discussion sur la façon dont l'Europe se radicalise ou pourrit plus que se radicalise. Parce que c'est une pathologie typiquement démocratique, et c'est une pathologie dont nous souffrons au plus haut point, qui est l'illusion démocratique, proprement démocratique, que l'égalité des droits est une équivalence des compétences. L'égalité des droits, nous avons des droits égaux, enfin je veux dire, j'allais dire, une voix compte autant, non, je ne vote pas ici, j'aimerais bien. Oui, ça peut s'arranger, oui. Donc, nous avons dans l'isoloir le même poids. Nous avons en droit des droits égaux. Si on se dispute, quelqu'un examinera les droits de chacun, etc., sur un principe d'égalité. Or, l'égalité des compétences, l'égalité des droits est confondue avec l'équivalence des compétences. C'est-à-dire qu'on fait comme si le fait qu'on ait des droits égaux valait droit égal à l'opinion que nous avons. Or, pardon, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Alors ça, c'est une illusion qui remonte au sans-culotte. Vous avez un discours de Gracchus Babeuf qui dit « Nous démontrerons que les différences de compétences, il ne l'emploie pas comme ça, les différences de profession, je ne sais plus, etc., sont une illusion ou sont une falsification. Sont une erreur, en fait. En gros, il n'y a pas d'inégalité entre les gens, du tout. Il n'y a même pas de disparité de compétences. Or, dit comme ça semble très con.
Mais en pratique, nous vivons sous ce régime-là. Par exemple, aujourd'hui, avant, quand on allait voir le médecin, on était tous soumis à la parole du médecin. Oui, docteur, comment docteur, etc. Même quand on était médecin soi-même. Aujourd'hui, on va sur Doctissimo 10 minutes. On arrive, on regarde le médecin, on lui dit alors... hein? En classe, par exemple, le prof de philo, quand j'arrivais en terminale, le prof de philo, c'est une espèce de demi-dieu, nanti d'un savoir absolu, qui parlait araméen, chinois et grec ancien, si vous voulez, et qu'on regardait avec vénération. Et puis quand j'ai cessé d'être élève pour devenir prof, les générations avaient un peu évolué, si vous voulez. Quand je me mettais à parler de Socrate, j'avais un doigt insolent qui se levait et qui disait « Excusez-moi, monsieur, mais Socrate, il n'est pas mort à 70 ans, il est mort à 71. » Le jour où il y en a un qui m'a fait ça, j'ai su que j'allais arrêter d'enseigner ce jour-là, si vous voulez. Par exemple, vous avez, à l'ère du consommateur puissant, vous avez l'élève qui devient consommateur. Donc ça donne des conseils de classe. À Sciences Po, par exemple, c'est très intéressant. Sciences Po, vous avez des conseils de classe, vous avez un élève, le représentant des élèves, qui, devant le professeur dont il parle, dit « Oui, on a été beaucoup à être très déçus par la prestation de monsieur machin. Nous avons trouvé qu'il n'était pas assez éloquent, qu'il n'avait pas assez abordé tel ou tel sujet, et qu'en somme, il n'avait pas rempli sa fonction. » Il le dit devant le mec, qui a 40 ans de plus. On a envie de lui dire « Tais-toi, apprends à écrire ton prénom, remercie de ce qu'on t'a appris. » Enfin, je veux dire, l'égalité des droits culmine dans l'équivalence des compétences, le sentiment de l'équivalence des compétences. Évidemment, le sommet de ça, c'est ce qu'on a appelé l'ubérisation, c'est-à-dire le fait d'enjamber les intermédiaires et de considérer qu'en enjambant les intermédiaires, on gagnait en liberté, de la même façon qu'on considère qu'en éliminant les puissants, on se rapproche du souverain. D'accord ? Moi, le type qui ubérise, si vous voulez, et qui enjambe les intermédiaires et qui croit qu'il gagne en liberté, me fait penser au... Vous savez, ceux d'entre vous qui ont des enfants le savent, il y a toujours un moment où les enfants se mettent à marcher à quatre pattes. Et quand un enfant se met à marcher à quatre pattes, c'est le moment que les parents choisissent pour arrêter de le porter. On va se soigner les lombaires. Maintenant que tu te débrouilles tout seul, là, hein, tu vas marcher, hein, tu vas faire un petit effort. Allez, viens, viens, viens. Bon. C'est le moment où on parle aux enfants comme à des chiens, d'ailleurs. Allez, viens, viens. Et marche à quatre pattes. Sauf qu'évidemment, au début, quand on se met à marcher à quatre pattes, on va pas très loin. Et le même gnome qui, parce qu'il était dans nos bras, voyait du monde, soudain, par l'augmentation de ses propres moyens, subit une considérable restriction de son espace. L'ubérisation, c'est pareil. L'homme orchestre de sa propre vie. Celui qui croit qu'il va s'épargner la médiation des outils ou des aides ou des agences de voyage ou des professeurs ou des médecins pour s'arranger la vie, celui qui refuse, celui qui croit qu'il lui suffira de s'amplifier pour être augmenté, si vous voulez, et qui voudrait que son poing fût de nouveau le marteau. L'homme orchestre, l'homme démocratique orchestre du XXIe siècle, et de la même manière que nos libertés sont en train de mourir avec le sentiment de guérir, est celui qui s'ampute la liberté avec le sentiment de l'augmenter. Et c'est sur cet individu-là, c'est en ce moment-là, c'est sur cette pathologie-là, c'est sur ce sentiment-là que reposent, à mon avis, ces illusions démocratiques auxquelles on assiste aujourd'hui. Un point encore sur l'histoire de l'égalité des droits, de l'équivalence des compétences. Quand RT France, la chaîne de Poutine, est arrivée en France, RT, chaîne de Poutine, et RT France est arrivée en France. Le slogan d'RT France, c'était « Oser questionner ». Moi, je suis prof de philo, je vois quelqu'un qui me dit « Oser questionner », je regarde, je dis « Ok, super, oser questionner, remettre en doute, ne pas accepter quelque chose qu'on vous dit avant de l'avoir passé au tamis de votre examen critique, etc. Super ». En ce sens-là, c'est bien. Sauf que oser questionner, ça ne voulait pas dire ça. Oser questionner, c'était oser remettre en question la version officielle pour dire n'importe quoi à la place. Et c'est tout à fait différent. Je vous donne un exemple. Sean Spicer. Vous vous souvenez de Sean Spicer, l'éphémère porte-parole de la Maison-Blanche? Il n'a pas duré longtemps, mais il y a quelques vidéos, donc vous pouvez en profiter. Il existe Sean Spicer. C'était lui qui était arrivé, vous savez, pour expliquer qu'il y avait eu plus de monde, j'allais dire à l'enterrement, à l'investiture de Trump qu'à l'investiture d'Obama. Donc il était devant des images où il y avait une esplanade vide et il disait là il y a plus de monde que là où l'esplanade était pleine. Donc le type faisait ça, il disait ça. Et alors pour venir à sa rescousse, parce que le type a un peu ramé quand même, pour venir à sa rescousse, la conseillère du président, Kellyanne Conway, a forgé à cette occasion l'expression, qui a vraie fortune, de fait alternatif. C'était une discussion sur CNN. Le journaliste disait mais enfin pardon mais il dit n'importe quoi. Elle dit non. They're lies, disait le journaliste. They're not lies, they're alternative facts.
Le type s'étouffe. Alternative facts. Le journaliste s'étouffe. C'était Jacques Tapper, un super journaliste de CNN. On la lui fait pas, si vous voulez. Il avait jamais entendu un truc aussi con. Jamais. Et ce qu'on peut comprendre à ce moment-là, ce qui est intéressant, j'attire votre attention là-dessus, c'est que quelqu'un qui célèbre les faits alternatifs peut donner le sentiment de le faire, peut dire, voilà, ouvrez-vous l'esprit aux faits alternatifs. Soyez pas enfermés dans vos certitudes. Changez d'avis. Regardez le monde. On vous propose une autre version du monde. C'est intéressant. Soyez tolérants. On fait passer ça pour un message de discussion. Et on présente comme clos, hermétique et dogmatique celui qui ne veut pas entendre parler des faits alternatifs. Sauf que l'enjeu des faits alternatifs, c'était pas d'ouvrir la discussion à d'autres possibilités, c'était de recouvrir le réel par du n'importe quoi, pour le cacher. L'enjeu du fait alternatif, c'est pas d'ouvrir la discussion, c'est de clore la discussion en l'écrasant, en la recouvrant de l'image qui convient. L'ennemi, c'est l'esquive. L'ennemi, c'est le déni, déguisé en ouverture d'esprit. Et cette modalité-là, de tous les adversaires, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux, c'est le plus redoutable. C'est lui qui est à l'origine, à mon avis, d'une tendance qui permet de neutraliser le discours, qui est la confusion entre la description et la prescription, dont nous faisons l'objet régulièrement. Si vous dites quelque chose que vous constatez, mais qui déplaît à quelqu'un, la personne à qui ça déplaît vous reprochera de le vouloir. En 1957, Raymond Aron, qui est un analyste rigoureux, constate que l'Algérie ne va pas rester française longtemps, pour des questions économiques, démographiques, enfin toute une série de paramètres qu'il a analysés rigoureusement. Il dit non, l'Algérie, à mon avis, l'empire colonial de façon générale, et l'Algérie, Bon, et il écrit ça dans le Figaro. Immédiatement, Pierre Brisson, directeur du Figaro, l'appelle, lui dit « Hé, t'es fou ou t'es fou ?» Il dit « Bah, quoi, je suis fou ?» « Bah non, je fais mon travail. Mon travail, c'est mon travail d'analyste, et mon travail d'analyste m'indique que l'Algérie ne va pas rester française. » Il me dit « Mais tu peux pas dire ça à nos lecteurs, ils vont pas, c'est pas possible. » Il dit « Mais je m'en fous de lecteurs, c'est pas la question. » Aron avait cette phrase tout le temps, il disait « Je vous dirai ce que je crois vrai, et non ce que vous auriez plaisir à entendre. » Brisson lui dit « Ok, tu fais ça, il n'y a pas de problème, mais tu le fais au Monde, parce que là, je te vire. » Donc il est parti, il s'est fait virer. Il s'est fait virer parce que les lecteurs l'accusaient de souhaiter ce qu'il décrivait. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, vous dites que, je sais pas moi, l'égalité salariale homme-femme, il n'y a rien de plus important. C'est fondamental. Sauf que si vous passez du jour au lendemain, vous instituez du jour au lendemain l'égalité salariale homme-femme, vous créez des millions de chômeurs. Donc, mais si vous dites ça, on va vous accuser de ne pas vouloir l'égalité salariale homme-femme et de défendre le maintien du patriarcat. On déguise en intention ce qui relève chez vous d'un constat. Et quand vous dites que 2 et 2 font 4, on vous accuse d'être le gardien de l'ordre établi. Or, quand vous dites que 2 et 2 font 4, vous luttez pour la liberté. Vous ne luttez pas pour l'ordre établi. Vous luttez pour la liberté. Aron avait cette phrase géniale, il disait « il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent ». Or, évidemment, on a vu là-dedans une défense de l'ordre établi. C'est le contraire. C'est de savoir, c'est de prendre la mesure de ce qu'il est possible de faire précisément pour changer l'ordre établi. Ça n'a rien d'une défense de l'ordre établi de dire penser à la place des gens qui gouvernent. Ça veut juste dire on ne va pas se satisfaire d'avoir bonne conscience en espérant un monde meilleur. C'est tout. On va agir. On va renoncer à changer 2 mondes et à la place on va changer le monde. C'est pas la phrase d'un conservateur, ça. Mais c'est une phrase qu'on a voulu entendre comme un aveu de conservatisme. Là encore, description, prescription. Vous pouvez vous indigner, vous pouvez dire mais c'est dégueulasse, c'est pas ce que je souhaite, c'est ce que je constate. Vous pouvez vous indigner. Mais souvenez-vous dans l'histoire des idées. Épicure. Quand on parle d'un épicurien, on imagine un type ventru, cigare, machin, whisky, truc. Bon, l'épicure, oh, c'est un épicurien. Épicure, c'était un ascète. C'était un ascète qui faisait la différence entre les plaisirs naturels et nécessaires et les plaisirs non naturels et superflus, si vous voulez, qui considérait que les plaisirs non naturels et superflus, il fallait pas trop y aller parce que ça rendait malheureux. C'est un ascète et c'est un prophète de la modération. Oh, pas par principe, hein. Épicure défendait le principe de modération. Pas parce qu'il était centriste. Pas parce qu'il était... si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui dit oui d'accord, mais enfin tout de même. Non. Il considérait que la modération était la meilleure façon de jouir. On jouit plus du vin qu'on boit quand on le boit par petites gorgées. Quand on en boit 2 verres plutôt que 2 bouteilles. Donc naturellement, la modération pour lui, c'était l'arme de la jouissance. Mais la réputation d'Épicure, c'est celle d'un gros jouisseur, d'un gros ventru. C'est comme Machiavel. Il a la réputation d'un type très 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 méchant, Machiavel. On a voulu tenir pour de l'immoralité ce qui chez lui était la moralité.
En un seul mot. Amoralité, pourquoi? Parce que Machiavel considérait que la perspective politique qui était la sienne devait faire l'économie du bien et du mal. Parce que c'était se priver des moyens d'action, en somme. Donc il pense par-delà bien et mal. On a voulu penser que du coup, il était partisan du mal. Darwin, c'est pareil. Darwin décrit le fait... Alors, on a réduit Darwin en plus à la loi du plus fort, qu'il n'a jamais théorisé. Darwin parlait de la loi de celui qui s'adapte le mieux. Enfin, les principes de sélection naturelle, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus adapté, du mieux adapté. Mais enfin, quel est le sentiment sur Darwin? En gros, que c'est un type qui a raison, mais qu'il n'est pas sympathique. Bon. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'on reproche à Darwin de vouloir ce qu'il décrit. Et quand Spencer s'inspire de Darwin pour créer le darwinisme social et reproduire les structures d'esclavage au nom du darwinisme lui-même, c'est-à-dire ce dévoiement de Darwin, ce dévoiement scandaleux de Darwin a été imputé à Darwin lui-même. On confond la description et la prescription. L'enjeu de cette confusion, c'est de nous empêcher de discuter. C'est de nous empêcher de débattre, c'est de pratiquer l'esquive en la recouvrant par du procès d'intention. Je n'ai pas le temps de vous en dire davantage, je veux juste vous présenter, parce que j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire et l'envie de le faire. On va discuter, mais juste vous dire que plus que des concepts, plus que des outils, à titre d'épilogue et très rapidement, vous parlez de 4 soldats. 4 soldats qui luttent, à mon avis, pied à pied contre ce genre de pathologie auxquelles nous sommes confrontés, contre ces pathologies subtiles. 4 excellents déconstructeurs des pathologies que j'ai tenté de vous décrire. Le premier d'entre eux, c'est Montaigne. C'est Montaigne parce que Montaigne considère que dans une discussion, la vraie victoire, c'est la victoire qu'un homme remporte sur lui-même quand il change d'avis sous l'effet des arguments de son adversaire, plutôt que la victoire qu'on remporte sur l'autre. Imaginez un débat politique où vous en avez un qui dit à l'autre « Monsieur Netanyahou, c'est vous qui avez raison » et où l'autre répond « Mais non, Monsieur Gantz, c'est vous ». Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver en démocratie de façon générale parce que vous êtes en démocratie les légats des gens qui pensent comme vous, si vous voulez. Donc les conditions même de ce genre d'épiphanie n'existent pas. Personnellement, je voterai dès demain, écrivez-le comme vous voulez, ou dès après-demain, pour le politique capable de dire une chose pareille. Le type capable de dire à l'autre « c'est vous qui avez raison », je pense que c'est lui qui a raison. Si vous voulez, je ne vois pas de meilleure position que celle-là. Montaigne est le penseur de ça. Il est le penseur de ce mouvement-là, de cette victoire qu'on remporte sur soi-même. La vraie victoire, elle est là. La vraie victoire, elle est de dire « Ah tiens, là-dessus, c'est vous qui avez raison. » Pourquoi? Parce qu'on a la vérité en partage. Mon but n'est pas d'avoir raison de vous. Mon but, c'est d'utiliser la raison avec vous dans une co-construction d'un projet collectif. Être capable de ça, si vous voulez, peu d'hommes d'État en sont capables. Donc Montaigne, pour les mêmes raisons et parce qu'il en est lui-même l'héritier, Socrate, une phrase dans le Gorgias, je suis quelqu'un. Quand Socrate fait son autoportrait dans le Gorgias, on lui demande de se définir, et Socrate, sa définition que Socrate donne de lui-même tient en 2 lignes, même pas. Je suis quelqu'un qui aime à être réfuté quand il se trompe. Socrate, j'ai pas besoin de détailler ça. Le troisième, à mon avis, très important, personnage, lutteur, combattant, c'est Raymond Aron. Parce que Raymond Aron, pour une raison simple, Raymond Aron a cette phrase à la fin de l'Opium des intellectuels, « Appelons de nos voeux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre le fanatisme ». Aron est celui qui, dont l'ambition et le cerveau étaient de tout connaître, mais qui, par son corps, sa situation dans l'histoire, et les passions dont son propre corps était lui-même le siège et le lieu, sentait qu'il ne pourrait jamais connaître les fins de l'histoire. Et donc c'est quelqu'un qui a de lui-même consenti à cette restriction fondamentale de son savoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui de lui-même, en lui-même, a compris que jamais on ne pourrait saisir les fins de l'histoire et qu'il fallait se méfier des gens qui, en matière humaine, prétendent vous dire la vérité. Aron donc. Et le dernier, le premier, le plus fort et le plus utile à mon avis, c'est Albert Camus. Je vous ai parlé tout à l'heure des lettres à un ami allemand. Les lettres à un ami allemand sont merveilleuses parce qu'elles permettent de faire la différence. Dans le conflit entre la France et l'Allemagne, Camus montre bien que ce n'est pas un conflit entre la France et l'Allemagne, c'est un conflit entre la liberté et l'oppression. Et que l'erreur serait de mettre les ennemis sur le même plan. L'erreur est le relativisme qui consiste à parler de belligérants. Camus est celui qui permet
sans avoir un arsenal de valeurs absolues qu'il viendrait appliquer de façon rigide sur le monde, c'est celui qui permet de ne jamais basculer dans le relativisme quand on se bat. Et je crois, j'ai la naïveté de penser que rien n'est plus utile aujourd'hui. Mais j'observe que, je veux juste terminer sur cette observation, que les 4 dont je viens de vous parler ont en commun d'être sceptiques. C'est comme ça qu'on se bat. C'est comme ça qu'on se bat. C'est pas par l'affirmation résolue d'un dogme contre un autre, si vous voulez. C'est pas par l'affirmation d'une idéologie contre une autre. C'est pas par le fait de brandir le bien contre le mal. Ils ont tous en commun de considérer que le contraire de l'erreur, ça n'est pas la vérité. Le contraire de l'erreur, c'est le doute. Merci de votre attention. On a tenu nos promesses, hein. Vous avez promis un monologue brillantissime, d'une virtuosité extraordinaire, et un monologue shakespearien. Être ou ne pas être, il faut douter. On va quand même essayer de prendre quelques questions. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de... Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue en Israël. Merci. Alors voilà, vous avez parlé de la nécessité du blasphème, mais il y a un moment où on vous a senti quand même partisan du blasphème quand vous avez parlé de l'étoile jaune et du gaz. Donc il y a quand même des limites apparemment au blasphème, selon ce que j'ai ressenti chez vous. Ce blasphème qui est issu donc de la Shoah, celui qui porte sur le racisme, pour faire gros, il me semble que c'est celui qui empêche justement les gilets jaunes avec lesquels vous êtes très intransigeants, très sévères, d'exprimer justement les revendications dont vous avez critiqué le fait qu'elles n'étaient justement pas exprimées. On voudrait une question. Oui, alors voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ne vous semble-t-il pas que l'indicible des gilets jaunes ne serait pas justement cette angoisse du changement de population en France, de l'islamisation, du fait de sentir que la France ne sera peut-être bientôt plus la France. Vous devriez d'ailleurs vous-même vous poser la question si vous seriez d'accord d'une France, disons, à 50% musulmane. Somme toute, la liberté de conscience est effective en France. Donc vous pourriez répondre à cette question, par exemple. Vous avez quand même un tiers des Français qui ont voté pour Marine Le Pen, c'est-à-dire pour un parti qui vient se poser comme le défenseur de la France contre ce qu'ils appellent la submersion migratoire. Il y a beaucoup de choses dans votre observation. Alors, je ne suis pas certain, je vais essayer d'être court, je ne suis pas certain que les Gilets jaunes soient eux-mêmes partisans d'une France à 50% musulmane ou qu'eux-mêmes soient inquiets par cette France à 50% musulmane. Je ne suis pas certain d'ailleurs du tout que la France devienne à 50% musulmane. C'est pas ce qui me frappe le plus. Bon, j'en renverse de l'eau, c'est pas grave. C'est pas ce qui me laissez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas ce qui me frappe le plus. Il faut s'entendre sur le sens des mots. Quand je parle de blasphème, je parle de blasphème. C'est-à-dire le fait de se torcher avec le nom d'Allah, le fait de Charlie Hebdo, le fait de représenter le Christ sodomisé par son étoile, si vous voulez. C'est ça le blasphème. Le blasphème, c'est le fait de représenter, de s'appeler Sharia Hebdo et de dire 100 coups de bâton si vous vous marrez pas. Voilà, oui. Ça, c'est du blasphème. C'est du blasphème. C'est pas le même blasphème de comparer les gilets jaunes et l'étoile jaune. C'est pas la même indécence. Il n'y a aucune obscénité, à mon avis, dans le fait de se moquer d'une religion. En revanche, il y a toute l'obscénité du monde dans le fait de préempter un symbole aussi tragique que l'étoile jaune et de s'attribuer indûment, du haut de son inculture, une situation comparable, si vous voulez, et de comparer le gaz lacrymo aux Iclombés. Voilà. C'est pas du blasphème. À mon avis, c'est une erreur. On peut pas mettre les deux sur le même plan. L'inquiétude des Gilets jaunes est en rien, enfin temporairement, ou accidentellement ou très secondairement, recouvre l'inquiétude du grand remplacement. Vous aviez des salafistes parmi les Gilets jaunes, le fameux qui a insulté Finkielkraut en lui disant « rentre à Tel Aviv », c'était un salafiste. Donc l'inquiétude des Gilets jaunes n'est pas exactement, à mon avis, celle du grand remplacement.
peut-être est-ce la vôtre, mais je ne crois pas que ce soit la leur. Et enfin, avec les gilets jaunes avec qui vous dites que je suis sévère, moi je suis sévère, mais qui aime bien châtie bien. Les gilets jaunes ont un seul représentant, qui soit véritablement, qui fasse l'unanimité chez eux. Ça n'est pas Éric Drouet, Maxime Nicole, Ingrid Levavasseur, etc. Non, c'est Étienne Chouard. Étienne Chouard, depuis 2005, est celui qui travaille la question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Il l'a théorisé, il l'a travaillé, il l'a pensé, etc. C'est un type courtois qui, par ailleurs, a commis l'erreur de soutenir Alain Soral un jour, ce qui le poursuit depuis 10 ans, évidemment. Sauf que Étienne Chouard, c'est le seul représentant des Gilets jaunes, que les Gilets jaunes, il n'y a aucun Gilet jaune qui conteste Étienne Chouard. Ils sont tous d'accord avec lui. J'ai débattu 2 fois avec lui. Et on recommence une 3e fois. C'est-à-dire que, parce que c'est la seule façon que j'ai de leur parler, précisément, parce que je sais qu'ils vont écouter. Je sais que ça, ils vont écouter. Et donc, Étienne Chouard, par exemple, pour vous donner un exemple, Chouard dit « c'est dégueulasse d'accuser les Gilets jaunes d'antisémitisme ». Je dis « ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse d'accuser les Gilets jaunes d'antisémitisme ». Il dit « moi, la haine des Juifs m'est totalement étrangère ». Je dis « oui, mais l'antisémitisme, c'est pas simplement la haine des Juifs. L'antisémitisme, c'est aussi un principe d'explication du monde. L'antisémitisme, ça n'est pas simplement de dire que les Juifs sont méchants. L'antisémitisme, c'est de dire que les Juifs gouvernent en loose day. » Or, ce discours-là, pour le coup, est parfaitement compatible avec le sentiment que ce qui me manque m'a été dérobé par les puissants qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc, les Gilets jaunes ne sont pas antisémites. Mais pour que l'antisémitisme soit étranger au mouvement des Gilets jaunes, il faudrait qu'ils changent de logiciel aussi. Et pouvoir le leur dire, pour le leur dire, je passe par lui. Donc, je critique, oui. Mais chez moi, la critique est une forme du respect. On ne respecte pas les gens qu'on ne critique pas. Alors, on va prendre monsieur et 2 personnes ici. Allez-y. Bonsoir. Et merci pour... Monsieur, bonsoir. Merci pour votre venue. Je suis un vrai fan de vous. Et vous avez depuis plus d'une dizaine d'années, vraiment incroyable. Et surtout votre... Monsieur, quand vous aurez mon âge, monsieur, vous verrez que ce genre de phrase... Enfin bon. Je pense que je n'ai rien à vous envier. Je voulais replacer le débat sur l'Europe et votre intervention sur l'Europe. Je vais essayer de faire une petite intro et poser vite ma question. Non, il faut juste une question. Non, vraiment, vous auriez dû le faire sans l'annoncer, parce que là, on ne va pas vous le... Alors, très vite. Très vite. Non. La question je voudrais que vous soyez très... Je vais être très bref. Très bref, merci. Très bref. Ici, nous les Juifs, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons quitté l'Europe. Parce que, effectivement, depuis 2000 ans, nous avons été un peuple sans frontières. Et ce seul peuple sans frontières, la première chose qu'il a fait après la Shoah, a été de venir ici se créer une frontière. Une frontière aussi pour créer une démocratie, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'exemple de démocratie sans peuple. Et je voulais vous poser la question, c'est est-ce que par hasard, vous ne péchez pas par, en fait, comme dirait John Lennon, un monde sans frontières, sans pays, un monde en paix. Est-ce que vous péchez pas par une volonté féroce d'universalité ou forcer les peuples à vivre ensemble sans avoir rien en commun? Merci. Merci de cette belle question. D'abord, oui, je pêche. Autant que possible, le plus possible et dans les limites de la loi. Mais oui. Et sur cette question de l'universel, est-ce que je ne pêche pas par l'idée d'un universel que je viendrai défendre ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. En vérité, ma démarche, alors je ne sais, peut-être que c'est le cas. Ma démarche consiste uniquement à remplacer l'invective par le dialogue, en gros, pour le dire vite. C'est pour ça que je vais sur les réseaux sociaux. Je vais sur les réseaux sociaux pour injecter de la dialectique. Quand on me traite de sale juive, je dis mais pourquoi sale? Et puis après, on peut commencer à discuter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je vais assez loin quand même. La démarche, elle est de créer les conditions du dialogue là où il y a un désir... En fait, la démarche est de remplacer l'opposition par de la contradiction. La démarche est de remplacer le combat de rue par le combat de boxe. Voilà. C'est-à-dire que un combat de boxe, vous respectez votre adversaire, vous lui tapez sur la gueule, mais c'est au-dessus de la ceinture, à la fin vous le prenez dans les bras, vous le respectez, il n'y a pas de haine, il
Il n'y a pas de haine, mais il y a un désir éventuel d'en finir avec lui, si vous voulez, mais il n'y a pas de haine. On n'est pas dans la haine, on est dans une co-construction, on est dans un dialogue, d'une certaine manière. C'est un dialogue à coups de poing, mais c'est un dialogue. C'est l'équivalent du dialogue public, si vous voulez. Je voudrais que l'idéal de société, si idéal il y avait, est une société où les gens échangent non plus des insultes, mais des arguments. Parce qu'on passe du registre de la haine au registre de la critique. Je ne fais que ça. Je ne défends que ça. Je ne défends pas une idée abstraite de l'homme en soi, qu'on ne croiserait nulle part et qui ferait l'économie de ses appartenances. J'ai plutôt tendance à penser, comme dit Nietzsche, qu'un arbre s'élève plus haut quand ses racines sont profondes. Et que la meilleure façon, justement, d'aller au-delà de son identité, c'est de la connaître. C'est de la connaître, c'est de l'étudier. Comment voulez-vous vous défaire de vous-même si vous ne savez pas qui vous êtes ? On ne peut pas se défaire de soi, on ne peut pas aller au-delà de soi si on ne sait pas qui on est. Ce que je regretterais, en fait, ce que je n'aime pas, c'est la défense de sa propre identité comme l'unique horizon qu'on se donne. C'est-à-dire la parcellisation, in fine, la parcellisation de la société en communautés sécables. Voilà, c'est ça que je n'aime pas. Mais une chose est de lutter contre ce mouvement que je tiens pour délétère, tout autre est de défendre l'abstraction d'une universalité qui viendrait tous nous, vous voyez ce que je veux dire, nous recouvrir comme un dôme de fer, quoi. Merci de ce répondre. Une dernière question, allez-y. Alors, au début de votre exposé, vous avez parlé de l'extrême droite et de les laisser avoir le pouvoir pour voir les écueils que ça pourrait apporter. Oui, je suis pas sûr d'être d'accord avec moi quand j'ai dit ça. D'accord. Bon, ça va peut-être répondre à ma question. Et vous avez fait le parallèle avec Hegel qui parle de zigzag entre ces. Et la question qui me vient, moi, c'est que faites-vous des dégâts qui se produisent à ce moment-là, c'est-à-dire ou l'extrême droite ou. Non, bien sûr, vous avez raison. Je suis pas en train de dire que l'arrivée de Orban au pouvoir est une bonne nouvelle, si vous voulez. C'est pas ça que je veux dire. Vous avez raison. Non, mais je veux pas avoir raison. Je veux savoir dans votre pensée. Enfin, ça me fait plaisir d'avoir raison, surtout avec vous. Mais c'est pas ça qui me préoccupe. C'est dans votre pensée quand vous justifiez ça en disant que quand ils seront aux affaires, donc il y aura des dégâts. Le Brexit, ils vont se casser la gueule. L'arrivée des nazis avec ce que ça a apporté. Dans votre pensée, quel rôle ont les victimes, les dégâts, les... Pédagogie par le réel. C'est la pédagogie par le réel. Si vous n'arrivez pas à dire, par exemple, quand vous n'arrivez pas à faire entendre... le problème des référendums, vous savez comme moi, De Gaulle a créé cette jurisprudence folle. C'est le premier à avoir bien montré aux gens qu'il appelait à voter au référendum, à avoir montré qu'en réalité la question qu'on leur posait n'était pas la question qu'on leur posait. Qu'on leur posait une question sur la décentralisation ou sur le statut du Sénat, alors qu'en réalité il s'agissait de savoir s'il allait rester au pouvoir ou pas. Donc c'est le premier à avoir institué, il a créé une jurisprudence qui, aujourd'hui, en 2005, on parlait pas de référendum, en France on parlait de raffarindum. C'était de savoir si on allait défendre ou non le gouvernement en place. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme aujourd'hui pour les européennes avec la France insoumise qui dit que c'est comme ça qu'ils vont lutter contre. C'est la même histoire. Mon propos n'est pas si vous voulez, quand vous êtes confronté à ça, c'est-à-dire quand vous êtes confronté à un déni collectif, ou à des gens qui disent on va voter non tant que le non ne passe pas, et qui sont affolés de constater que le non passe ensuite, vous voyez ce que je veux dire, ou bien on va voter Le Pen tant que Le Pen n'arrive pas au deuxième tour, et qui soudain découvrent que Le Pen arrive au deuxième tour, et qui se disent ah mais non j'ai des regrets, vous voyez ce que je veux dire. L'ennemi, c'est le sentiment que ce qu'on fait n'a pas de conséquences. C'est l'inconséquence des décisions qu'on peut prendre. Or, l'intérêt du Brexit, de façon tout à fait cynique, l'intérêt du Brexit, comme l'intérêt de l'exercice du pouvoir par des incompétents racialistes dans certains pays d'Europe aujourd'hui, c'est de vérifier d'assez près la nullité réelle des individus. C'est-à-dire qu'on sort quand même du fantasme. En fait, la thèse que je développe là, qui a vraiment ses limites, mais elle a sa fécondité aussi, c'était la thèse que Raymond Aron développait sur le Parti communiste. Aron disait, à propos du communisme, c'était ça son ennemi, à propos du communisme, il disait... le communisme, le jour où le dernier régime caricatural qui revendique le communisme aura disparu, le communisme sera enfin de nouveau une idée neuve. C'est-à-dire que rien n'est plus nuisible à l'idée communiste que sa réalisation. Que son incarnation. Parce qu'on l'a confronté à la réalité et que la réalité, quand vous existez, vous endossez tous les inconvénients du réel, malgré tout. Et que
Quand vous n'arrivez pas par la discussion à mettre en garde contre ce qui pourrait arriver, eh bien dans ces cas-là, ultimement, le dernier argument et le seul, en réalité, c'est la réalité elle-même. Alors c'est très intéressant, depuis le Brexit, de voir les partisans du Brexit continuer de défendre le Brexit. L'un des arguments d'entre eux est de dire que le Brexit n'est pas encore entré d'une certaine manière dans les textes, puisqu'il n'est pas encore eu lieu. Mais c'est un argument qui n'a aucun sens. Le Brexit est inséparable de la représentation que les Anglais ou que les Britanniques se font du Brexit, et donc du comportement que le monde entier adopte en prévision de ce qui va arriver. Le Brexit est déjà comptable des comportements qu'il inspire en prévision du jour où il sera appliqué. Donc il faut arrêter de déconnecter le Brexit de son application stricto sensu. Ce serait trop facile. Les choses sont trop mêlées. On est déjà de plein pied dans les conséquences d'un vote irresponsable dont l'irresponsabilité est la responsabilité de ceux qui ont majoritairement voté pour lui. Et la seule façon de le dire, c'est encore de le vivre. Mais je vous accorde que c'est limité. Voilà. Merci infiniment. On a également la signature du livre de Raphaël Enthoven. Pour tous ceux qui veulent l'acheter, c'est dehors. Mille merci, cher Raphaël.